Radio Pirate. Making history again. OK, vendredi. Quel match hier. Wow! Je pense que... faut mettre un petit... si vous avez un 50 de lousse, pourquoi pas essayer un 50 sur les Lions de Détroit. Oh, 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 oh. Je pense qu'il y a pas mal l'équipe complète. Bien coachée, rapide, furious, physique. Wow! Dire qu'on a ridiculisé les Lions de Détroit peut-être pendant quoi? Une vingtaine d'années. Même Barry Sanders était là. On rit encore des Lions, pour vous dire. Donc, bravo, ils ont réussi à tourner ça de bord. Et l'autre affaire, ben, on va dire comme mon chum Mr. White nous a dit cette semaine, avec Patrick Lane, ou Laney, comme Laney Wilson, eh bien, le Canadien n'a toujours pas perdu. Il a un but par match. Wow! Pour le temps que ça va durer, prenons-le. Donc, un peu de neige à des endroits. Il y en a tombé 4-5 à des endroits. Il y en a tombé une dizaine ou une quinzaine à d'autres. Enjoy! Personne pour vous dire que les changements climatiques n'ont pas fait la job cette année? Toujours aux alentours de la fête de ma blonde, parce que c'est la fête de ma blonde aujourd'hui. Toujours. Première petite bordée aux alentours de la fête de ma blonde, comme à chaque année. Donc, un jour, peut-être, qu'on va finalement sentir pour vrai ce qu'ils nous annoncent. L'apocalypse, la fin du monde. Peut-être qu'on va le vivre, who knows? Mais pour l'instant, même les centres de ski, la gang, ils sont jamais contents. C'est jamais correct, les centres de ski. Il manque toujours quelque chose. Soit que c'est trop long, soit que c'est trop court, soit qu'ils ont trop de neige, soit qu'il fait trop froid, soit que... on va dire, c'est... pour se plaindre et avoir de l'argent du gouvernement, ces gens-là sont on top. Mon nom est Jeff Fillion. Bon vendredi, bon début de journée. Beaucoup de stock aujourd'hui. Le temps de mettre mes barniques pour essayer de voir qu'est-ce que Mr. White a concocté au cours des... Ben, pour les gens sur le Prime, beaucoup de stock pour vous autres, mais je veux juste voir pour les cheap, qu'est-ce qu'on a à vous offrir de gratuit aujourd'hui. Donc, on va y aller, tiens. On va y aller avec le Liberté dans ce moment. On a Alex, le pirate geek. On parle de toutes sortes de patentes. Et les gens qui sont membres, vous en aurez pas mal plus avec Alex. Simon Laberge vient faire un tour également. Simon est connu, fait le tour de pas mal de tous les médias de la région de Québec. C'est un gars qui a une bonne gueule, aime dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on parle de toutes sortes de choses avec Simon un peu plus tard. Et bien sûr, la boîte à pids de notre chum Jerry. La boîte d'aujourd'hui, c'est la boîte à pids. Donc, c'est un mélange de restes de la semaine. Et si vous êtes sur le Prime, on a Stéphane Bruyère qui est en direct de Las Vegas, qui va nous faire le tour un peu de tout ce qui se passe à Vegas. Et on va jaser de toutes sortes de patentes. Mais c'est sûr que la grosse nouvelle du jour qu'on veut vous parler pour commencer, c'est le fameux rapport. C'est quelque chose qui est sorti, mais qui traîne sur les médias sociaux. Si vous suivez des influenceurs aux États-Unis, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça. Au Québec, c'est comme un genre de... Il y a comme une genre de stratégie pour fermer la boîte je dirais, des gens qui osent encore parler de COVID, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez de la COVID. Et quand on vous en parle, ben je sais que ça en dérange. Je vais être très, très honnête. Il y a même des pirates, pirates cheap qui aimeraient qu'on arrête de parler de COVID parce que c'est comme quelque chose qu'ils sont tannés d'entendre parler. Puis, dans une certaine mesure, je peux comprendre. Effectivement. Donc, comment ça se fait qu'on en parle encore? Bien, c'est parce que il est arrivé tellement de choses pendant la COVID que, veut pas, c'est quelque chose qu'on va parler encore dans 15 ans. Et ce que Nathalie Elgrabli résume ce matin, moi, j'ai le résumé de Pat la Liberté, parce que, pour une raison X, je boycotte un peu les médias les médias en général, donc j'essaie de cliquer le moins possible sur leurs articles. Je trouve qu'ils ne méritent pas d'avoir une scène de moi, donc j'essaie de cliquer le moins possible. Donc merci à ceux qui le font pour nous et qui résument qu'est-ce qui se dit dans les médias, qu'est-ce qui se raconte dans les journaux, etc., etc. Donc Pat la Liberté est un de ceux-là. Il y en a plusieurs d'ailleurs, donc on veut tous vous saluer. Les gens qui sont sur X, qui font un job extraordinaire. Et Nathalie Grabli fait un texte une fois par semaine. C'est toujours drôle d'entendre parler de Nathalie Grabli. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu notre discussion l'autre fois avec Simon, qui faisait un travail pour le magazine d'actualité. Puis Simon, qui est également un producteur de documentaires. C'est lui qui a fait le documentaire sur le masculinisme, qui a fait tant jaser il y a quelques semaines. Donc, il était dans nos studios, si vous voulez voir, même en
version cheap, vous êtes capable d'avoir au moins 20 minutes de cette discussion-là, qui a duré à peu près 1 heure et 10. Et pour les gens Prime, peut-être que vous ne l'avez pas encore entendu, donc si jamais vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire, parce qu'on parle de toutes sortes. D'abord, il est très cool, Simon est très cool, je veux le saluer, très, très sympathique. Mais on est certainement pas toujours dans la même équipe, mais ça, c'est bien correct. J'ai beaucoup de plaisir à parler avec les gens qui ne sont pas totalement d'accord avec nous, ça fait toujours du bien. Mais à un moment donné, on a parlé des médias, comment les médias étaient biaisés à gauche et comment les personnes dans les médias traditionnels, les médias mourants, pouvaient représenter les gens de 30 ans d'aujourd'hui, les gens de 25 ans, les gens de 40 ans qui avaient des idées un peu plus conservatrices. Et on voit dans les sondages que les jeunes sont de plus en plus conservateurs. Et Simon m'a répondu, puis ça m'a marqué un peu cette réponse-là. Il me dit, ben là, tu considères toujours bien pas que les journaux de Québécois sont des journaux de gauche. J'ai dit, ben oui, c'est pas mal de gauche. C'est pas mal, mais beaucoup, pas mal full à gauche. Ouais, mais il dit, il y a Nathalie El-Grabli. Donc, finalement, de ce que j'ai compris de Simon, merci à lui de me l'avoir fait réaliser, c'est que quand vous êtes à gauche, un média de gauche, c'est quand 100% des chroniqueurs et des journalistes sont de gauche. Et vous êtes considéré comme un média de droite si 98% des chroniqueurs et journalistes sont de gauche, mais qu'il y en a un de droite. À ce moment-là, le média vient de droite. Donc, la seule personne de droite, il y en a qui vont dire que Mathieu Bock-Côté est un genre de bizarroïde de droite indépendantiste que moi, j'ai de la misère à étiqueter, sincèrement. Regarde, je ne suis pas capable de vous dire dans quel clan il est vraiment. Mais pour moi, je pense pas que Mathieu Bock-Côté fait partie de quelqu'un de très conservateur de droite comme moi je les vois. En tout cas, Nathalie El-Grabli, elle, j'en suis certain. Certain. J'ai toujours adoré Nathalie El-Grabli. Et merci à elle. Parce qu'à un moment donné, elle a comme pris une pause et elle est comme revenue. Et d'après moi, si on était capable de voir les clics sur les articles du journal, si on avait accès à ces clics-là, si le journal était open source, on était capable de voir les stats. Ça serait fun de voir toutes les stats de tous les médias, de voir comment ces gens-là ont des clics sur leur article. On fera un saut. On se rappelle que le député de QS, comment il s'appelle, le grand mince, là, le gars qui était à la presse avant, j'oublie son nom, pas important, et qui nous a dit, il n'y a pas longtemps, il n'a pas demandé, c'est lui-même qui l'a dit à Marie-Louise Arsenault dans une entrevue où il n'aurait pas dû dire ça. Il a parlé de son départ de la presse. C'était un chroniqueur, entre guillemets, vedette de la presse. Et le gars part de la presse, puis là, il s'en va comme député de QS. Puis là, tu te dis, OK, comment ça, qu'est-ce qui arrive? Finalement, il avait été dégommé à la presse. C'est ce qu'on a appris par après. Et il en a parlé ouvertement dans une entrevue. On vous a déjà fait entendre l'audio de ça. Et il avoue candidement, parce que avant, ces gens-là se prenaient pour des vedettes, ils n'étaient pas capables de savoir si c'était lui. Les gens achetaient une version papier, on ne savait pas trop qui était lui. Mais du jour au lendemain, il est arrivé du data précis pour certains médias, et là, ils ont vu l'impact de un versus l'autre. Et ce politicien, maintenant, qui était chroniqueur vedette, entre guillemets, de la presse, s'est fait dégommer de sa chronique. Et c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est lui qui nous le dit carrément. Il s'est mis à pleurer quand il l'a dit. Il a dit, mon boss m'a fait venir dans son bureau, et il me dit, on est obligé de t'enlever ta chronique. Ben, il dit, comment ça? Ben, il dit, ta chronique, il n'y a personne qui la lit. Moi, c'est un des moments les plus comiques des 4-5 dernières années. Quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai manqué mourir. J'ai manqué ouvrir en 5. J'ai manqué pisser dans mes culottes. J'ai manqué tout échapper. Tout aurait pu sortir. J'étais, regarde, je ne sais pas pourquoi il a eu besoin de nous raconter ça, mais ça en dit beaucoup. Je pense qu'il a eu l'honnêteté de le dire, mais je pense que plusieurs sont exactement à la même place, mais ils ne vous le disent pas. Par contre, la direction le sait. Donc, si on regardait les clics des articles du Journal de Montréal et du Journal de Québec, mon feeling, c'est que probablement que l'article le plus cliqué de la semaine, c'est un article de Nathalie El-Grabli. On a une petite idée de ça. On a eu une petite idée de ça cette semaine. Les codes d'écoute sont vraiment imparfaits. Le système montréalais pour prendre les codes d'écoute est un système qui est un peu loufoque. Celui des autres régions du Québec est encore plus loufoque dans l'ère où tout le monde a du data précis. C'est un peu bizarre de voir ce qui se passe.
c'est de vous montrer qu'il y a des gens qui essaient de vivre encore en 1991 et ils n'ont pas réalisé où on est rendu avec tout le data maintenant que les agences de publicité utilisent pour acheter de la pub. Ça fait un peu bonhomme. Donc, bravo à ceux qui ont eu des bonnes cotes d'écoute. Mais je veux dire, un jour, j'espère que tout le monde va se tourner vers le numérique et qu'on pourra tout comparer les chiffres. Mais une chose est sûre, cette semaine, on a vu des choses quand même. On peut savoir, probablement, que depuis la COVID, Mario Dumont n'a pas beaucoup de clics. Les clics de Mario Dumont doivent être très, très, très bas. La preuve, c'est qu'il y a eu des codes d'écoute anémiques à la radio. Il m'a fait une genre de morale cette semaine, lui, à la radio, où il m'a quasiment ridiculisé. Et 24 heures plus tard, il a été puni. Il a reçu ses codes d'écoute et il a à peine 2 parts de marché, ce qui est une catastrophe. Une catastrophe. Avec toute la publicité que Cube Radio a eue à Montréal, ceci est une méga catastrophe, je peux vous le dire. Et Richard Martineau, qu'on pense influent, Richard Martineau, et je pense qu'il y a un lien direct entre les deux, entre les chroniques du journal et ce qu'on a appris pour les codes d'écoute. Richard Martineau a à peine 1 part de marché. Le midi. Je pense que c'est le midi. Ou je ne sais pas trop. Je pense que c'est le midi, oui. Donc, bon, mettons que c'est le midi. J'ai aucune idée. Mais Richard Martineau a une part de marché. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est une part de marché? Ça veut dire qu'il y a toujours 100 parts de marché disponibles. C'est sûr que si il peut y avoir une part de marché écoutée par 100 000 personnes, puis par après, il y a juste 50 000 personnes, mais les 100 parts de marché demeurent pareil. Vous comprenez l'histoire? Donc, une part de marché, c'est 1 part sur 100. Sérieusement, c'est un méchant coup de poing dans le pâté chinois. C'est un méga claque sa gueule. Et je pense que les chiffres qu'on a eus cette semaine, mon feeling, c'est que quand vous ouvrez les médias de Québécois, l'influence qu'ils n'ont pas à la radio, ils ne l'ont pas plus maintenant. Et qu'est-ce qui a fait ça? Beaucoup la COVID. Donc, c'est comme un genre de... Et à l'inverse, moi, j'ai eu quelques chiffres de l'interne avec les années. Je me rappelle que quand Radio Ego, opéré par Mr. White à l'époque, fournissait des audios de nos émissions de radio, les textes qui étaient mis dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal sur ce qu'on racontait étaient les articles les plus cliqués de la semaine. Et c'est là, quand PKP a vu ces chiffres-là, qu'il a dit, OK, on va créer Cube Radio et on va créer nous-mêmes nos audios de radio. C'était le but dans la création de Cube, c'était de remplacer Radio Ego, qui était une petite business bien le fun de notre chum Mr. White, qui prenait toutes les audios de toutes les stations de radio et mettait ça. Et le 93 était là-dedans à l'époque, le choix était là-dedans. Très peu, oui, un peu de Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui faisaient lever la patente pour que les clics lèvent. Donc, ça venait, même pour les articles de Montréal, ça venait beaucoup de la radio de Québec. Tu sais, bizarrement, ça venait beaucoup de la radio de Québec. Puis, de temps en temps, on faisait un tour de coffre de char, mais il y avait l'air, on ramasse de la pub, eux autres ramassent de l'argent avec les clics, etc., etc. C'était de bonne guerre. Donc, PKP a vu ça, il dit, ah ouais, nos meilleurs clics viennent de tous les articles quand on parle de Filion, quand on parle de lui, quand on parle de Moret, quand on parle de ci, quand on parle de ça. Donc, on va créer nous-mêmes nos gars de radio. Et on va se créer une radio, même si on ne parle pas à personne, c'est pas grave. On va maintenant plus parler jamais des autres radios. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont plus parlé jamais, 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 jamais. Ça a été une directive de PKP. PKP, de méga loser. OK? Il y avait quelque chose qui marchait, il l'a enlevé. Ce gars-là est un méga loser. Ce gars-là, si son père était vivant, il grisserait des fois de temps en temps, une claque sa gueule, le réveiller un peu. Tu sais, dans le temps, on avait des profs de même, on avait des parents qui étaient plus autoritaires. Une petite taloche. Réveille-toi. Moi, j'avais eu ça du président. Du président de Télémédia, à un moment donné. Dans une chambre d'hôtel en réunion, dans une suite, on était en réunion avec plein de monde, entre autres Tom Aegis, un gars de Los Angeles, avec qui on faisait affaire à l'occasion. Puis il m'avait dit, ouais, mais à Radio X, tu joues pas de Céline Dion. Puis là, on se connaissait depuis longtemps, mais c'est pas assez pour que j'ai une claque dans le côté de l'affaire. Je dis, encore, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'était le président de la compagnie. Donc, c'était d'une autre époque. Mais de temps en temps, ça réveille un peu. Ça réveille. Rappelez-vous qu'au secondaire, quand un prof arrivait, puis qu'il vous binait sur l'épaule en surprise, il arrivait par en arrière, bang! Ça faisait mal à Christ. Ça faisait un estitio. Donc, de temps en temps, ça se fait réveiller. PKP dort. OK? Il y avait un succès entre les mains. Et PKP a foiré à patente. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, ils ont créé Cube Radio. Et Cube Radio n'a jamais rien fait à partir de ce moment-là. Et là, on pensait qu'en le mettant sur le FM, avec toute
l'armée de promos parallèles et entrecroisés de LCN, TVA, Journal de Montréal, etc. On pensait qu'on allait créer un buzz instantané. Et finalement, ce que vous avez vu, c'est que Mario Dumont intéresse plus personne et que Richard Martineau intéresse personne. Puis, j'ai entendu Mario Dumont dire la semaine passée, « Ah, Jeff a plus d'impact depuis qu'il est sur Radio Pirate, il n'y a plus d'impact, on n'entend plus parler de lui. » Ah oui? Regardez les chiffres sur X, sur les reach, entre ce qu'eux font et ce que nous, on fait. C'est incroyable, c'est incomparable. Incomparable. D'ailleurs, si Cube Radio veut, il peut prendre un bout de cette émission qui est gratis et on peut les mettre sur Cube Radio à Montréal. On va vous les laisser, puis on va prendre la pub qu'il y a dedans, puis on va se financer avec la pub dedans. On va vous les laisser, puis après ça, on va regarder les codes d'écoute et on va comparer avec Mario et Richard. Vous allez faire un crise de saut, OK? Donc, tout ça pour vous dire que Nathalie El Grabli, on fait un grand détour pour vous dire que Nathalie El Grabli, d'après moi, c'est le méga star. Depuis la COVID, en plus, elle est on target tout le temps, tandis que les autres sont complètement brûlés. Et ce que, je veux juste résumer ce que Nathalie El Grabli a fait. C'est miraculeux. Je me demande s'il y a 400 mots dans sa chronique. Je me demande s'il n'y a pas 350 mots dans sa chronique. Et elle réussit, c'est un exploit, ça, dans le sens que c'est un talent aussi. C'est un talent d'être capable de se faire lire par tout le monde et que tout le monde comprenne. Souvent, il y a des gens qui compliquent tout ça, puis finalement, tu ne sais pas trop de quoi tu es rendu. Souvent, la presse fait ça. Cette semaine, je suis tombé sur quelques articles que quelqu'un m'avait envoyés sur la presse. Puis après, un paragraphe, j'ai dit, Chris, pourquoi j'essaie de lire ça? Je viens de leur donner un clic pour absolument rien. C'est illisible et c'est incompréhensible. Donc, je reprends le tweet de Pat Laliberté qui résume l'article de Nathalie El Grabli de ce matin dans le journal. Vous pouvez aller faire un like sur le tweet de Nathalie El Grabli. Nathalie El Grabli envoie toujours l'article sur son compte. Donc, quand elle faire un like, toujours bon pour nous montrer que ces gens-là qui sont de notre bord, il faut leur donner un petit break. Donc, l'article s'appelle « COVID-19, révélation troublante ». Révélation troublante. Et ça, c'est une enquête donc, qui a été demandée par les républicains. Donc, les États-Unis ont demandé une enquête. Ce que le Québec n'a pas fait. C'est quand même un peu pas mal grave, cette affaire-là, au niveau du nombre de décès dans les CHSLD. Tous les mensonges qu'ils nous ont imposés, finalement, qui s'avéraient être de la sorcellerie. Tout ce qu'ils ont fait avec le vaccin, ça demanderait, et aussi au niveau du passeport, toute la COVID devrait être enquêtée de A à Z. Et pour moi, si vous me le demandez, je pense qu'à la fin de cette enquête-là, il y a des gens qui devraient être tenus responsables pour tous les dommages qu'ils ont fait à notre société. Pas juste au niveau économique, pas juste au niveau de l'inflation, mais au niveau de tous les problèmes que beaucoup de gens ont depuis ce temps-là. Donc, on sait qui est responsable de ça. Il y avait des réunions à tous les jours à la télévision à 1h. Donc, si vous cherchez à faire une enquête au Québec, vous allez attendre longtemps. Il n'y en aura pas parce que s'il y en avait une, c'est sûr que la SQ devrait aller chercher le premier ministre et beaucoup de ministres, puis également tous les gens de la science, pas de la science, mais de la santé, Santé Québec ou je ne sais pas trop quoi. Donc, Arruda devrait être arrêté, son successeur devrait être arrêté, etc., etc. C'est sûr que si on faisait une enquête, ces gens-là se feraient arrêter dans un pays normal, avec des droits pour les citoyens. Ce qu'on n'est pas. OK, donc ça n'arrivera pas. Mais aux États-Unis, c'est autre chose. Donc, les républicains ont demandé une enquête. Il y a des démocrates qui ont embarqué dans cette histoire-là. Pas tous les démocrates ont embarqué dedans. Donc, ils ont vu le genre de patente conspi à travers ça. Mais on a eu donc le résumé de cette enquête-là. Donc, après 2 ans d'enquête, je cite exactement ce que Nathalie El Grabli écrit ce matin dans le Journal de Montréal. Donc, après 2 ans d'enquête que certains voulaient taire ou maquiller a finalement éclaté au grand jour, le rapport nous apprend, entre autres, que le virus aurait été échappé du laboratoire de Wuhan. OK? Donc, n'oubliez pas, là, les gens qui ont fait référence à ça, je fais partie de ceux-là. Ceux qui ont fait référence à ça ont été traités de tous les noms. Il y a des gens sur Facebook qui ont vu ce texte-là, qui l'ont relayé à leurs amis. Ces textes-là ont été barrés par Facebook. C'était une demande du FBI. On l'a su par après. On l'a su par Mark Zuckerberg. On l'a su exactement. Donc, le gouvernement américain de Biden a empêché l'information de circuler librement et elle s'avère de plus en plus vraie. Ce serait donc un accident du laboratoire de Wuhan qui aurait
provoqué, donc, qui aurait fait échapper le virus en question, et là, toute la merde qui a suivi. Le gouvernement américain et chinois, le Dr. Fauci, et les membres de la communauté scientifique ont tenté de cacher ces faits. On a vu qu'ils ont utilisé des gros bras du gouvernement pour empêcher l'information de circuler. On dit que l'obligation vaccinale a causé d'importants dommages collatéraux. La recommandation de 6 pieds, donc 2 mètres de distance. Il y a beaucoup de points là-dedans qu'on a appris au cours des dernières années. Ça, il y a des affaires là-dedans qui ne sont pas très nouvelles. Mais je veux dire, de le voir résumé dans une enquête, c'est spectaculaire et c'est génial. Donc, le 6 pieds, le 2 mètres, c'est de la bullshit. Reposé sur aucune base scientifique. Aucune preuve scientifique non plus qui a permis de démontrer que les masques avaient été efficaces pour contrôler la propagation du virus. Rappelez-vous que c'est exactement ce que Arruda nous disait avant qu'il nous impose le masque. Quand il était questionné par les journalistes qui voulaient des masques, il disait non, il n'y a rien qui nous prouve que les masques font la job, on n'est pas sûr de ça. Eh bien, ça s'avère que les études nous montrent que les masques n'ont rien fait. OK? L'OMS a relayé la propagande du gouvernement chinois. Le confinement a causé plus de tort que de bien en nuisant à l'économie, en causant des troubles de santé mentale chez les adultes et en perturbant le développement des enfants et des jeunes adultes. Moi, mes jeunes étaient... j'en ai une qui n'a pas eu de balle. J'ai des jeunes qui n'ont pas eu d'école, pas de cégep, pas de secondaire 5. J'en ai même une qui était tellement plus capable de plus faire de sport et plus être à l'école, faire ça à distance, qu'elle s'est sauvée aux États-Unis pendant 1 an et demi pour aller finir son secondaire. Donc, ils ont fait énormément de dommages au niveau social. T'sais, les jeunes ont beaucoup de misère aujourd'hui à socialiser, à se faire des chums, à se faire des blondes. Beaucoup de misère, beaucoup relié à la COVID. Rappelez-vous comment ces années-là ont été importantes, vos années de secondaire 4, 5, secondaire 1, pas secondaire, mais cégep 1, 2. Ces imbéciles-là ont enfermé nos enfants qui ont tous les problèmes du monde à cause d'eux maintenant. On a exagéré le pouvoir du vaccin. Donc, on a fait semblant que le vaccin allait vous protéger, qu'il allait empêcher la transmission, etc., etc. Le vaccin a finalement été un flop. Le vaccin a entraîné chez certains des effets indésirables qui doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Ce texte-là est génial. C'est un résumé que Nathalie Elgrabi, et elle sera la seule, OK? Il n'y aura pas d'autres textes dans la presse. Il n'y aura pas d'autres textes à Radio-Canada. Il n'y aura pas de panel qui va juger le comportement du gouvernement québécois suite à ce qu'on apprend. Il n'y a pas la joute. Paul Larocque ne sera pas qu'une gang de crinqués en train de questionner le gouvernement sur le rapport qui a. Parce qu'on s'entend que si ce rapport-là sort, si on fait le même ici, plus tout ce que nous, on a fait d'imbéciles, nous autres, ça va être juste du plus. Donc, à la base que nous avons avec ce rapport-là, c'est déjà en masse pour donner, en tout cas, du moins questionner au plus crisse les politiciens qui sont toujours là en passant et les fonctionnaires qui sont toujours là, qui nous ont fait vivre ce qu'on a vécu pendant cette COVID-là. Donc, il n'y en aura pas de texte. Il n'y aura pas de texte à RADCAN. Il n'y aura pas de reportage à RADCAN. La madame trop maquillée en fin de journée ne fera pas rien non plus. Il n'y aura rien au Québec ni au Canada. La seule place que vous... Oui, peut-être dans le National Post. Peut-être dans le National Post. Probablement Rebel News aussi. Mais à part ça, vous n'aurez rien. Nathalie Elgrabi a eu l'audace de le mettre dans un journal qui a été partenaire de cette crise COVID avec le gouvernement. Ils ont été main dans la main des alliés. Donc, allez donc faire un like sur le post de Nathalie Elgrabi. C'est la seule qui se bat en ce moment avec nous autres. Dans les médias alternatifs, on est plusieurs, mais dans les médias mourants traditionnels, comme on les appelle, elle est une des seules et on doit la saluer et l'encourager. Bravo à elle d'avoir fait ce résumé-là, c'est extraordinaire. Voilà, on est pas mal prêt pour les autres blocs qu'on a à vous offrir sur Radio Pirate dans les prochaines minutes. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Dans l'excellente série Pirate and Friends. Pirate and Friends. Voici Alex, le pirate geek. Bonjour Alex. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Est-ce que vous voulez nous parler de l'intelligence artificielle? Ça ou le courrier du cœur, comme vous voulez. Bon, ça va, mon ami. On dirait que t'as une petite grippette. Ouais, une petite bébête qui se promène dans la maison, là, donc là, c'est mon tour à la poignée. Là.
Un petit rhinovirus ou une genre de vraie grippette avec la fièvre et tout? Non, c'est un rhume, mais il a commencé super raide chez mon fils et ma femme. Puis là, moi, ça commence doucement. Enfin, je sais pas si c'est la même chose ou si ça a juste évolué entre les personnes. Mais on va voir. Mais pour l'instant, c'est juste la petite congestion. Donc, on va survivre. Premier sujet. Yes. Vous allez me dire si ça a un lien avec Donald Trump. Donald Trump! Ce monstre! Ben oui, le méchant Monsieur Orange. Monsieur Orange, les Trumpistes. Donc, on apprend que Apple, Jerry, on est dans les Jeff Business Network. Ben, t'as le droit, toi aussi. Aha! Hein? Tu arrêtes de te prendre pour un autre. Moi aussi, des fois, j'ai des nouvelles de... Donc, Apple... La pomme. Va dépenser 1 milliard... On vient d'apprendre ça, là, il y a 3 quarts d'heure. 1 milliard de dollars US pour bâtir une usine pour faire des téléphones en Indonésie. Mm-hmm. Donc, ma question est... On sait, là. Il est en train de se réchauffer la main avec le Canada et le Mexique. Mais on sait que le vrai combat de Trump sera encore une fois China. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Oui. Écoute, dans le domaine techno, là, les erreurs qu'on a faites avec Nortel, puis un paquet d'entreprises, puis je te dirais, je sais, on a déjà parlé, là, les ordis qui ont été faits à tour de bras là-bas, puis qui ont été probablement copiés par des produits similaires. Puis, est-ce qu'on est sûr ou pas qu'ils nous ont mis des petites puces dedans pour être sûr de voir ce qu'on faisait? Ça, on ne sait pas trop. Lenovo, c'est chinois, c'est ça? Hein? Oui. Donc, ils ont tellement... IBM, puis ils l'ont vendu en Chine. C'est ça. Ils ont tellement pogné IBM par les chenolles qu'IBM a été obligé de vendre sa division de faire des ordis à des Chinois. Là. Donc, ils ont une forme de talent, les Chinois. Il ne faut pas leur enlever ça. Mais on sait que c'est pas nos chums. Là. Donc, est-ce qu'avec l'arrivée de Trump, et c'est sûr qu'il va y avoir des combats, puis ultimement, il va falloir que les États-Unis d'Amérique et les pays de l'Occident crissent le camp de la Chine. Mm-hmm. Puis qu'on aille s'installer ailleurs, dans d'autres pays d'Indonésie, parce qu'on veut avoir des affaires cheap, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas payer un téléphone 5 000 $. Si on le fait ici, on va le payer 5 000 donc, il faut le faire dans une place où ça ne coûte pas cher. Ouais. Donc, l'Afrique, on peut oublier ça. Si, on n'est pas capable de rien faire là. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, pour eux autres, ils n'ont pas eu beaucoup d'avantages quand ils ont choisi ce territoire-là. Tandis que l'Asie offre beaucoup de possibilités, surtout quand ils ne sont pas trop green et qu'ils vont utiliser beaucoup de charbon et beaucoup de patentes pour faire tout ce qu'ils ont besoin. Est-ce que tu penses qu'on va voir d'autres compagnies? Parce que ça, c'est un signe. Là. Ça, c'est un signe, puis on le sait depuis longtemps, qu'ils veulent aller en Inde, ils veulent aller alentour, ils veulent aller au Vietnam. Mais, tu sais, Apple a toujours dit, c'est gros, là. Tu sais, ça veut dire que faut que tu aies tout le réseau alentour, tous les fournisseurs soient là. Donc, ça, c'est très dur. Mais moi, ce que je vois de ça, c'est un signe politique. C'est un signe que les entreprises savent qu'un jour ou l'autre, ils auront besoin de sortir de la Chine. Est-ce que je suis fucké dans la tête? Est-ce que je suis paranoïaque ou conspi? Est-ce que tu penses que c'est est-ce que j'ai la bonne vision là-dessus? Tu as raison, mais ça fait déjà un bout de c'est commencé. On se rappellera, je me rappelle plus c'était quel modèle, je sais pas si c'était l'iPhone 4S ou le 5. À un moment donné, il y a un des fournisseurs d'Apple qui n'a pas réussi à fournir une pièce de qualité suffisante, ce qui fait que tous les téléphones qui sortaient de la chaîne d'assemblage étaient retournés à la casse. Et ça a vraiment créé une panique chez Apple parce qu'ils se sont dit, merde, on ne réussira pas à avoir notre téléphone à l'automne comme d'habitude. Fait qu'ils se sont dépêchés à trouver un autre fournisseur. Ils ont eu de la misère. Au début, ça marchait même pas bien que ce fournisseur-là, puis ils ont dû vraiment comme investir beaucoup d'argent pour arranger ça. Mais depuis ce temps-là, Apple a toujours la politique d'avoir 2 fournisseurs pour chaque pièce. Et c'est arrivé à plusieurs reprises depuis ces années-là, 2010, 2011, 2012, qu'une des pièces était vraiment pas sa coche pour la qualité. Donc là, Apple a dû se virer de bord sur son plan B. Mais comme il y avait toujours 2 fournisseurs, un qui faisait, mettons, 80% de la production, puis l'autre 20%, ben, ils pouvaient quand même juste débalancer le pourcentage, puis ça allait. La seule affaire que je trouve un petit peu dommage là-dedans, c'est que en ce moment, ils font des iPhones au Brésil, parce que c'est une loi brésilienne, il faut que ça soit fait au Brésil, sinon il y a des tarifs, évidemment. Donc, ils font ça. Les AirPods, ils viennent tous du Vietnam maintenant, je crois, ou une très grosse partie.
Il y a aussi Taïwan. Il y en a à plusieurs endroits qui ont des usines pour différents appareils. Et l'idée, finalement, c'est vraiment de plus être dépendant d'un seul endroit. De prendre les pays comme des fournisseurs. Donc, c'est-à-dire, on fait l'iPhone en Chine, d'accord, mais on va le faire aussi au Vietnam ou en Corée ou ailleurs, juste pour avoir justement un plan B. Parce que le pire qui pourrait arriver pour Apple, c'est qu'ils arrivent à leur trimestre pour sortir l'iPhone, puis qu'ils sortent le trimestre d'après. Imagines-tu le crash boursier que ça ferait? Ben oui, c'est sûr. Ce que je vois, c'est qu'Apple, c'est 14% des iPhones. Je ne sais pas c'est quel modèle. En tout cas, ils sont fabriqués en Inde. Ouais, ça, l'industrie, c'est une belle place qui commence à remonter. Un peu aussi avec les tarifs, parce qu'il y avait Moody qui avait parlé justement de vouloir taxer plus les iPhones, ces choses-là. Puis bon, l'entente qu'ils ont eue, c'est taxe-les pas, on va en faire une partie chez vous. On peut pas non plus toutes les faire, parce qu'à un moment donné, ça se met pas sur pied en 3 semaines, une usine, tu sais. Donc, c'était l'idée. Mais là avec le BRICS qui se développe, ça démontre justement que, OK, on a des pays partenaires qui sont dans le BRICS, c'est notre plan B, mais c'est-tu un bon plan B? Parce que peut-être qu'il nous faut un plan C. Puis comme tu dis, de les ramener aux États-Unis, ça marcherait pas. Tu sais, on prend une chose extrêmement simple. Exemple, tu as un appareil, tu as un jouet pour enfants. Tu veux mouler une pièce avec l'injection plastique. Faire le moule, aux États-Unis, c'est 50 000 $ pour une pièce. En Chine, c'est 5 000. Fait que, en partant, c'est pas la même game. Là. Tu peux pas dire, je vais faire mon produit 100% aux États-Unis, il va coûter 25 000 $ l'iPhone. C'est ça, exact. Ça n'a aucun sens. Fait qu'il faut trouver un entre-deux. Puis comme tu as dit, tu as raison de dire, il faut trouver un autre que la Chine, comme le Vietnam ou l'Inde, des pays qui sont pas nécessairement les moins louches, mais qui sont quand même pas trop pires et qui ont une main-d'œuvre qui est pas trop chère. Puis ils ont accès à l'énergie rapidement, facilement, puis sans se soucier trop de niaiseries de mettre des moulins à vent ou des miroirs magiques. Là. Donc ça aide beaucoup. Mais c'est vraiment une question de plan A, plan B, plan C. Là. C'est vraiment cette stratégie-là qu'ils veulent avoir pour pas être pris par les chenolles, finalement, à sortir de leur résultat trimestriel puis d'avoir des chiffres ridicules. Là. Est-ce que les gens sont... si on fait un peu d'économie là-dedans, est-ce que le monde comprenne ça? Tu sais, dire, c'est bien beau, là, quand j'entends « Ah ouais, mais Trump, lui, il veut ramener la manufacture aux États-Unis. Il veut ramener toute la manufacture. » Oui, OK, parfait, mais... Si on ramène la manufacture, si on ramène le linge, le textile, puis tout ce que tu veux, la blouse à 19,99 est rendue à 69 $. Mm-hmm. Si on ramène les TV ou encore toutes les pièces des thermopompes qu'on paye 3500, si on les ramène toutes puis on les fait toutes au complet chez nous, le thermopompe que tu es chanceux d'avoir en ce moment, il va être à 10 000. Ouais. Est-ce que le monde font cette équation-là dans Patente? Ou Non. Du côté américain, il y a une plus grande fierté qu'ici pour le Made in USA. Ça a toujours été le cas. Donc, le secteur manufacturier est très important pour les États-Unis. Puis, comme dans tous les pays du monde qui sont développés, ça s'est amenuisé au fil des années. Puis, c'est un peu normal parce que le monde veut payer le moins cher possible, mais quand tu veux payer ta paire de jeans en bas de 150 $, à un moment donné, il faut que tu l'envoies à un endroit où ça coûte pas 100 $ la fabriquer, tu sais. Donc, mais le monde, ils comprennent pas que, tu sais, ils veulent que ça soit fait aux États-Unis, mais en même temps, ils veulent payer le moins cher possible, tu sais. Ce que ça va faire, c'est qu'éventuellement, on va avoir probablement des produits qui vont devoir être simplifiés. Tu sais, c'est le fun, tu sais, comme j'ai changé de frigo il y a pas longtemps, tu sais, puis j'ai vu des frigos qui avaient genre de LG qui faisaient des boules de craft ice, qu'ils appellent, là, les boules pour faire des drinks de glace. Oui. Il y avait genre 5 formats de glace dans le frigo. Ça, c'est super cute, c'est super le fun. Mais t'imagines-tu le nombre de pièces qui pourraient péter dans un frigo comme ça, tu sais? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, si on dit, on va lancer la compagnie Jeff Réfrigération, on va mettre ça aux États-Unis, on va avoir un frigo bien straight. Il va refroidir, puis il va congeler. Merci, bonsoir. Pourquoi? Parce que chacune des bébelles que tu rajoutes, ça va être des milliers de dollars de plus, des centaines de dollars de plus par élément que tu veux rajouter. Fait, il va falloir une simplification, on n'aura pas le choix. Il faut ramener ça à la... Si tu veux donner un exemple, là. Aux États-Unis, tu as Speed Queen, c'est font des laveuses sécheuses qui sont faites au Wisconsin. C'est des bombes, là, c'est un peu plus cher que la moyenne, là. C'est comme l'équivalent des marques allemandes, là. Mais c'est des affaires de style commercial que tu peux avoir chez toi, qui sont plus belles que le commercial, mais ça roule béton. Ça marche 25 ans sans arrêt, ces affaires-là. C'est super des bons produits, mais ils sont plus chers, mais ils sont extrêmement simples. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent ton linge, puis that's it. Ou ils sèchent ton linge, that's it. Il n'y a pas d'histoire de on va rajouter un petit mist, on va rajouter une petite affaire de toutes ces affaires-là menées par l'électronique, c'est l'électronique qui lâche souvent. Là. C'est ça. C'est pas juste l'électronique, c'est que tu as plein de petites bébelles, tu as des petits nozzles, tu as des petits ci, des petits ça. Exact. Toutes ces affaires-là, c'est ça qui va faire que le prix va monter en flèche. Fait qu'il va falloir ramener une simplification, je pense, si on veut ramener ça en Amérique du Nord ou en Europe. Mais les détails par rapport à l'Indonésie puis à Apple, c'est pas compliqué.
c'est que l'Indonésie avait mis un ban sur la vente de iPhone 16 dans le pays. Parce qu'il n'y avait pas de composante indonésienne dans l'appareil. Ouais. Donc là, c'est un deal que Apple a fait avec le gouvernement pour s'implanter là-bas, puis pour pouvoir vendre des iPhones. Puis en Indonésie, il y a quand même pas mal de monde. Oui, parce que c'est surprenant que l'iPhone, c'est qu'on pense, oui, il est assemblé en Chine, mais il n'est pas fabriqué en Chine. L'écran, tous les écrans des iPhones viennent des États-Unis. Oui. Une compagnie en Pennsylvanie. Corning, quelque chose, là? Ouais. Corning. Ceux qui font ça depuis le premier, l'iPhone, pas le premier, mais le deuxième. C'est vraiment de là que ça a commencé, puis depuis ce temps-là, c'est eux qui fournissent ça. Le processeur, il a été développé aussi en Pennsylvanie, mais il est fait par TSMC à Taïwan. Donc, mais il y a beaucoup de composantes qui arrivent de partout. Je pense que les moteurs pour la vibration viennent du Japon. Il y a vraiment, c'est drôle parce que l'assemblage est en Chine, mais tout vient de partout sur la planète. C'est vraiment pas une question de tout est fait en Chine, puis après ça, on l'envoie fini. Tout arrive de partout. Il faut gérer cette chaîne d'assemblage-là, cette chaîne de supplying, justement, qui vient de partout. C'est impressionnant. Là. Est-ce qu'un jour, on peut penser que les pays, toutes les entreprises des pays occidentaux seraient capables de sortir de la Chine ou on est pogné avec eux autres? Sortir de la Chine, moi, je pense que oui. Mais être 100% américain, je pense que non. Ça, je crois pas zéro. Ça, je crois pas zéro. Mais si on continue avec des pays comme de l'Europe de l'Est qui peuvent fournir certaines composantes pour, oui, plus cher que la Chine, mais pas nécessairement trop cher. Si ton produit est assez de qualité puis assez luxueux que tu peux dire, je vais mettre une marge de plus, mettons, je mets un 500$ de plus pour l'assemblage, il pourrait être assemblé aux États-Unis. Donc, tu sais, comme le Mac Pro, pas le dernier modèle, mais l'autre avant, le cylindre, c'était fait aux États-Unis pendant un bout, mais il partait à 10 000, tu sais. Donc, c'est sûr qu'à 10 000, tu as une marge de manœuvre, là. T'sais, même si ça coûte 800$ l'assemblée, tu le rentres dans le 10 000 puis ça paraît pas trop. Les gens vont déjà payer cher pour anyway. Oui, c'est ça, exact. C'est surtout les choses grand public, gros volume à prix abordable. Là. Ça, c'est tough, ouais. Ouais, ça, c'est là qu'on n'est pas capable de... C'est triste pareil, hein, qu'on est obligé de se vendre de même. Mais en même temps, regarde, on se plaint pas parce que c'est ça qui a fait qu'on a été capable d'avoir le rythme de vie qu'on a eu au cours des 25-30 dernières années. Si on n'avait pas eu la Chine, on serait probablement très, très pauvre. Puis imagine en plus avec l'inflation. Imagine, aujourd'hui, tu payes ta paire de jeans, tu as payé, mettons, toujours 100$. Aujourd'hui, tu as payé 200$. Là. Oui, exact. Personne qui pourrait s'habiller. Là, tu sais. Non. Hey, juste vous dire avant que je parte sur l'autre sujet. Je suis arrivé dimanche. J'ai l'impression qu'il y a quasiment une fusée par jour qui part. C'est fou. Elon Musk est l'enfer. 6 mois. Donc là, moi, je reçois tu sais, je suis abonné au journal local. Je reçois les notifications. Donc là, elle est partie jeudi à midi. Donc, j'étais en train de manger ma salade. Elle est partie entre 11h10 et midi et demi à peu près. Donc, c'est bien dégagé. Il n'y avait aucun nuage, rien. Donc, pour le lancement, la fenêtre était parfaite. Et c'est des booms, quasiment tous les jours. C'est incroyable. Tu sais, avant, c'était un événement, cette affaire-là. Tu sais, hey, il y a une patente qui part. Là, c'est rendu à tous les jours. Le monde ne regarde même plus. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'était plutôt hier. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a eu une. Hier, c'était lancement du satellite Sirius XM qui ont besoin pour des patentes de miroir, là, pour envoyer le signal dans nos voitures pour continuer d'avoir de la bonne réception. Donc, c'est un après l'autre. C'est l'enfer. Quel génie. Si je vous avais dit, parce que hier, c'était une journée un peu folle, Jerry, jeudi, grosse journée en bourse. À peu près tous les stocks inimaginables étaient en hausse, n'importe quel, appelez-le la gang, là, Amazon. Mais Netflix, qu'est-ce qui approche le 1000$? Les amis, on s'arrête dit ça. Oubliez pas, là, Alex, tu dois savoir l'histoire plus que moi. Là. Ouais. Quand l'histoire est complètement folle, tu sais, quand tu penses à ça, que c'est des gars qui ont parti une idée de livrer des CD par courrier, des DVD, pas des CD, mais des DVD à l'époque, par courrier. Et que là, ben, ça allait correct, mais c'était dur à rentabiliser cette affaire-là. Puis les films n'arrivaient pas à date qui était prévu d'arriver tout le temps. Donc, il y avait comme une logistique un peu compliquée là-dedans. Et que la gang de Netflix de l'époque qui envoyait puis qui ont exposé à la gang c'était quoi leur plan de développement. Donc, ça allé voir Viacom, ils sont allés voir la compagnie que Wayne Huizenga, ici en Floride, a partie, qui s'appelait Blockbuster Video. Jerry, on a raconté l'histoire plus qu'une fois, mais c'est une histoire incroyable. Là. Et la gang dit, écoutez, là, si vous voulez nous acheter pour 50 millions, je pense que c'était ça le chiffre. Ouais. Si vous voulez nous acheter pour 50 millions, là,
On est prêt. Là. Puis en plus, ben, regarde, notre business est bonne, mais nous autres, ce qu'on travaille, c'est vraiment quelque chose de différent. Dans le futur, on pense qu'on va être capable d'envoyer d'un TV des films. Là, il a dit, Chris, de quoi tu parles, toi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tabarnak! L'action s'en vient à $1,000 US, l'action de fucking Netflix. Je vais le faire. Puis t'as-tu vu celle de Blockbuster, rendue à combien? Celle de Blockbuster. Je sais qu'il reste un magasin Blockbuster. Juste un, ouais. Ils ont fait un film dessus. Ouais. Hey, puis Blockbuster, c'était gros en Chris. Hey, c'était gros, ouais, ça c'est sûr. Blockbuster vidéo puis Blockbuster music, c'était énorme. C'était, regarde, rouleau compresseur. Personne ne pensait un jour que cette affaire-là allait disparaître. Et là, ben, puis je sais pas. Est-ce que tu penses que Netflix peut être un futur Blockbuster par quelqu'un? Ben oui, c'est toujours possible. C'est une question d'innovation puis de flexibilité, tu sais. Puis c'est drôle parce que on vit en ce moment la grève de Post Canada, tu sais. Puis il y a un lien avec Netflix. C'est qu'au tout début, quand Netflix ont voulu faire leur idée de envoyer des DVD par la malle, ben ça coûtait peut-être 6, 7, 8 $ envoyés par la malle, puis ça marchait pas. Jusqu'au jour où USPS ont sorti ce qu'ils appellent le format média, c'est-à-dire gros comme un DVD ou un CD, dans une espèce de poche de papier rigide. Et ça, c'était 2 $. OK. Donc là, ça se tenait, là. C'est là que ça se tenait. Le business case, le business model fonctionnait à ce moment-là. Puis ils ont mis pleine vapeur là-dessus, puis ça a marché. Sinon, ça n'aurait jamais pu décoller. Puis en même temps, moi, j'étais sur eBay dans ces années-là. J'achetais des vieux jeux vidéo de Game Boy ou whatever. Et je profitais souvent de vendeurs américains qui me shippaient des trucs comme ça pour 2 $. J'étais super content, tu sais. Oui. Je regardais Post Canada, la même chose. Chris, 12 $. Ben oui, c'est ça. Regarde, on dit, je t'ai arrivé sur le chiffre, Chris. Ça n'a aucun sens. Il faut juste de l'innovation. Oui. Puis pourquoi il y a eu l'innovation justement aux États-Unis, c'est qu'ils ont réalisé qu'il n'y a pas juste Columbia dans la vie, il y a d'autres compagnies qui veulent profiter de pouvoir envoyer des médias par la poste. Pense à n'importe quelle compagnie qui développe des vidéos, des films, tu sais, qui veut, mettons, mettre ça sur DVD et puis l'envoyer, ou t'es même un CD de tes photos de mariage que tu veux recevoir par la malle. Ben, il y a un marché, tu sais. Puis c'est toutes des choses qui sont petites, qui sont légères, qui vont jamais avoir une forme discongrue. Donc, tu as juste à mettre un nouveau rate, juste pour ça, puis tu débloques quelque chose. Mais là, pour Netflix, ça a été bénéfique. Nous, on n'a pas ça ici. Là, on capote passer 12 $. Là, le monde, ils veulent des gros salaires et tout. Parfait, ils vont les avoir, mais ce qu'ils savent pas, c'est que dans 6 mois, ils vont être 30% moins de monde qui vont travailler chez Post Canada, ou ça va carrément virer privé, puis ils vont tous perdre leurs avantages, tu sais. Exact, c'est sûr. À un moment donné, il faut arrêter de pousser le bouchon, là, tu sais. Puis ça, je crois qu'ils ne comprennent pas. Non. Mais pour revenir à Netflix, aujourd'hui, on le voit pas. De la même façon que dans ces années-là, avec les DVD par la malle, quand ils ont eu l'idée de faire ça via le streaming, ben, les compagnies le voyaient, ne comprenaient pas, ça marchait pas dans leur temps, ça ne computait pas. Fait que nous, on ne le sait pas encore, mais peut-être que la future affaire, ça va être des vidéos qui vont être interactifs, par exemple, avec les casques de réalité virtuelle. T'sais, est-ce que Netflix pourrait se pivoter puis offrir ça? Oui, tout à fait. Il faudrait une limite à l'Internet, ce que je pense plus qu'on va avoir. Les vitesses mais est-ce que en technologie ou en n'importe quel, est-ce que c'est quasiment... tu sais, même Apple a fait des erreurs. Même Apple a fait des erreurs, mais Apple, si il n'y avait pas eu l'arrivée du petit le patent de musique qu'il y avait, là, peut-être qu'on parlerait plus de... Exact, l'iPod. On parlerait plus de Apple, probablement. Non. C'est souvent parce qu'on est dans la techno, puis on est dans les big affaires, c'est huge. Puis là, on se dit, eux autres sont pas tuables. Mais ça prend une mauvaise direction, donc un mauvais joueur qui arrive comme CEO, puis un gars qui voit rien. Moi, dans le domaine que je suis, j'en ai vu plein de ça. Je vais me donner un exemple. On l'a vu le film là, sur BlackBerry. Là, on l'a vu comment ça s'est passé. Ils ont levé la tête sur le touchscreen. Ouais. Ils ont pas cru. Ils ont cru que c'était une bébelle. Ils se sont sentis plus gros que nature au niveau de leur sécurité et des histoires de business. Ouais. Ils ont vu plus gros. Ils ont sous-estimé l'arrivée de Apple. Ils ont regardé avec un air hautain. Ouais. Ils étaient dominants à ce moment-là. Ils dominaient le marché. Vraiment. Ils sont passés de vraiment dominer à plus rien. Même pas 0,1%. Tout ça par une chose, l'histoire de sticker sur les grosses notes sur le clavier, puis l'idée de ne pas croire au touch, que les gens allaient être touch, puis qu'ils allaient servir d'un écran, puis plus jamais avoir besoin d'un clavier. Ils ont cru zéro à ça. Non, l'humain a besoin d'entendre le clic, 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 puis il a besoin de mettre les mains sur quelque chose. Jamais il va aller sur un clavier. Et ce sont... C'est sûr qu'il y a dans la gang, il y a des gens qui ont dit « Mais non, si on ne fait pas ça, on meurt, on va disparaître, etc. » Et il y a eu de la résistance. Ouais. Et Chris, ils ont collé ça à la compagnie à terre.
C'est un des plus gros flops de l'histoire, on va se le dire. Oui. Mais ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas voulu pivoter. Ils n'ont pas été capables de pivoter. Mais prends d'autres compagnies comme HTC, qui était un des premiers partenaires d'Android pour faire les premiers téléphones Android. Eux, ils faisaient des téléphones Candy Bar avant ça ou des flips. T'sais. Pourquoi ils ont pu? Mais ils ont dit, nous, on va le faire. On va flipper, on va switcher vers justement des écrans tactiles. Puis ils l'ont fait. Les premiers appareils, c'était un petit peu boboche comme toute compagnie, mais si tu veux faire la transition, tu peux la faire. Oui, puis tu vas saigner du nez. C'est sûr que tu vas saigner du nez. Là. Tu vas perdre des revenus qui étaient un peu faciles à faire. Puis là, tu t'en vas dans quelque chose où tu vas avoir des rappels, tu vas avoir des affaires, tu vas avoir des crashs, tu vas avoir un paquet de choses. Mais Chris, tu sais que tu vas être 1 an et demi la goutte au nez, mais après ça, si tu gardes le focus, ça se peut que tu t'en ailles pour le paradis pour le reste des temps. Mais il faut que tu te demandes, est-ce que je veux me faire cannibaliser par mon compétiteur ou je veux me cannibaliser moi-même? Exact. Apple, avec l'iPod Touch, l'iPod mini, ils l'ont fait. Ils ont sorti le gros iPod, un moment, ils ont sorti le mini, puis ils ont dit, tu sais quoi? Ça, c'est notre plus populaire, on en vend comme des petits pains chauds, mais ce produit va être dorénavant discontinué. On sort le nano. Encore plus petit. Le nano, c'était le carré? Hein? C'était le petit rectangle, la petite, la clip. Pas la clip, c'était le petit avec un écran, mais plus petit encore que le mini. OK. La clip, c'est lequel, ça? Moi, j'avais la clip. Ouais, c'est lequel? C'est le Shuffle. Mais la clip, j'ai adoré ça. La clip, j'adorais ça. Écoute, c'était une gomme. Mais tu ne pouvais pas choisir ton... tu choisissais rien, là. C'était Shuffle. Exact. Ouais. Tu mets tes tunes que tu aimes, puis ça va être random. T'sais. Mais dans la conférence, il l'a clairement dit, Steve Jobs, il avait dit, l'iPod mini, on a vendu 30 millions, whatever, on en voit 2 fois plus que le gros iPod. C'est notre meilleur vendeur. On pourrait rester avec ça dans des années puis être encore le market leader. Mais non, on le discontinue aujourd'hui. Puis on sort une nouvelle affaire. C'est ça que tu veux faire. Tu veux te cannibaliser. Tu veux pas attendre que le prochain te cannibalise. Parce que comme ça a fait pour Blockbuster, pour BlackBerry, même pour Microsoft avec son Windows mobile, tu sais, Bomber riait de ça, tactile, avec des boutons virtuels. Non. Tout le monde, il veut le stylet, puis il veut le Windows avec le Start menu, là, tu sais. Non, personne ne veut ça, là. Tout le monde avait ça parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais quand Apple commençait à sortir des fonctionnalités business, comme le support pour les courriels d'entreprise, l'encryption pour l'entreprise, qu'est-ce que les gens voulaient? Ils voulaient un iPhone, ils voulaient pas le Windows mobile. Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ah, moi, j'ai fait rire de moi. Le premier iPhone, quand t'es arrivé, tous ceux qui avaient des BlackBerry riaient de mon iPhone. C'était très, très, très drôle. Mais en tout cas, ça pour dire que... Mais juste dire une seconde par rapport aux technologies. Il faut que, à quelque part, il faut que le citoyen, la personne, le client adopte ta technologie. Parce que des fois, il y a des technologies qui sont un peu en avance sur le monde, puis le monde, ils ne suivent pas à patente. Oui. Il y a ça, il y a des... C'est touché ce bord. Puis je te parlais, Jeff, justement, de Google. Parce que je lisais un article, c'était dans le Wall Street Journal, justement, il parlait de Google. Aller sur Google et de taper quelque chose pour rechercher, il y a de moins en moins de monde qui le font. Là. Et tu vas sur Google, taper, pour faire une recherche, le monde recherche d'une autre manière. Par l'intelligence artificielle, puis à d'autres endroits. T'en parlais hier, puis c'est vraiment ça. Moi, j'ai le même réflexe maintenant. Je me posais une question par rapport à une maladie ou un problème de santé ou peu importe. Je vais plus sur Google pour éplucher les 2 premières pages de résultats. Là, je demande à ChatGPT, hey, c'est quoi telle affaire? C'est quoi ça? Nanana. Et j'ai un petit paragraphe de 3 lignes avec ma réponse. Exact. Voilà. Je veux pas plus que ça. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ouais, mais là, Google, c'est ça. Mais je dois dire que Google s'est adapté, là. Parce que depuis peut-être une semaine ou 2, c'est vraiment l'AI qui répond à toutes ces questions-là. Ce qu'il ne faisait pas avant, puis là, d'après moi, il est en train de perdre du temps. Tu sais, les chiffres que tu me donnais la semaine passée, Jerry, moi, je pense que ça a un lien avec ça. Là. Ils ont comme été un peu tard sur l'intelligence artificielle. Ça a comme fait derrière. Sur la recherche web, Google est tombé en bas de 50 pour la première fois de son histoire. C'est pour ça que les gros groupes... Google, ils ont plein d'autres affaires. Là. Mais je te parle juste pour la recherche en tant que telle. Les parts de marché se sont effondrées depuis 1 an. Oui. Il y a une bonne partie qui se ramasse sur TikTok aussi. Les gens, ils cherchent une vidéo de quelque chose, ils checkent sur TikTok direct. Ouais, voilà. C'est crazy. Ça fait mal, ça. Hey, juste avant que je tombe dans tes sujets, voici ma liste des... ça vient de m'apparaître là, sur mon téléphone. Moi, c'est des playlists, là, donc c'est pas moi qui choisis les tunes. Je suis toujours en shuffle dans mes playlists. Voici mes 5 tunes les plus écoutées pour Spotify. Fall in Love, Bailey Zimmerman.
Kind of love we make, Luke Combs. One Mississippi Kane Brown. Cold beer calling my names. Jameson Rogers avec Luke Combs. Ça, c'est... Down, mon numéro 1, c'est Down Home, Jimmy Allen. Donc, je suis pas très rock cette année. Finalement, j'ai... Chris, what the fuck? J'ai juste du country. Regarde, c'est ce qu'on fasse. Donc, merci à tout le monde qui nous donne leurs chiffres pour les podcasts. C'est extraordinaire. Hey, plus de Alex dans la version Prime en ce vendredi, OK? Donc, plus de Alex. On a quasiment 45 minutes de plus avec Alex. On parle sur le sujet. On parle même du 51e État. On est très loin d'être geek seulement. Donc, dans Pirate and Friends, Alex, notre pirate geek, avec nous autres encore plus longtemps. Et dans un instant, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour vous autres pour commencer le week-end sur Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Notre chum Simon Laberge est en studio avec nous autres deux fois par année. On essaie de parler avec Simon de tout ce qui se passe dans plusieurs affaires. La vie, les voyages, les maisons, les patentes. Coudon, j'ai-tu vu qu'il y a des maisons, Simon, avec des genres de bungalows de 1971 qui sortent avec la surenchère aux alentours de 400, 425 000, 430 000 $. J'ai vu ça dans les rapports de vente qui sont disponibles sur le web des fois. Voyons, c'est des maisons qui sont à refaire au complet. Tu regardes à l'intérieur de la maison, tu te dis, Christophe, OK, il y a un carpote, une maison 25 par 32, à peu près 850 pieds carrés. L'escalier est en plein milieu. Puis là, Chris, il y a du monde qui paye pas loin de 500 000 pour des maisons de même. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, et ça, c'est sûr qu'on a un marché vraiment particulier, mais il n'y a pas d'inventaire. Fait que le point est simple. Là. Les gens, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Puis nous autres, notre job, c'est de dire, bon, par exemple, la maison est à Charlebourg. Tu as des courtiers qui cherchent avec d'autres clients, exemple, à Beauport ou, on va dire, ailleurs, à Val-Bélair. Fait que là, on les emporte, eux autres, sur les maisons qui sont disponibles. Fait que c'est là qu'on se retrouve avec des surenchères. Là. Mm-hmm. On a vendu une propriété dans le coin de... Tu sais, le bar Saint-Joseph, là, pas sur Saint-Joseph, mais le fameux bar Saint-Joseph. Là. Exactement. Le vrai bar Saint-Joseph. Exactement. La rue qui est en arrière de ça. Un petit, je pense que c'est 950 pieds carrés. Il y a un garage détaché, 8000 pieds carrés. La maison 449, ça a sorti à 582. C'est crazy. Entrée split en plus. Fait que ça veut dire que tu perds 100 pieds carrés par étage, là, tu sais. Ouais. Avec un 4 pieds en dessous d'escalier. Wow! Moi, je finis au bar bien sous. Ouais. Je vais au bar. Tu finis au Saint-Jean. Puis pas avec ça, c'est que t'as tout le temps quelqu'un qui part dans ce coin-là, tu sais, l'été, là, avec sa moto, puis il traîne ça dans la barrure. Là. Oui, ça brosse là. Ça brosse, c'est la vraie place. Brosse. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons qu'il y a une maison, mettons qu'il y a un bungalow, comme ça, là, un bungalow 70, 72. Il arrive sur le marché. Donc là, c'est quoi la stratégie du vendeur? C'est quoi que vous conseillez en ce moment? Est-ce que le prix, si on compare, mettons, il y a 2 ans, c'est un prix qui est plus élevé qu'il y a 2 ans, mais tu sais à l'avance, avec le type de maison que tu as, qu'il va arriver, quoi, 10 acheteurs, 15 acheteurs? Combien il arrive de monde, sa maison? Ça va dépendre. Il y a souvent 20-25 visites qui vont se passer dans bien des cas. Par contre, exemple, avant, tu as une maison qui valait 100 000. Là, juste à faire un ratio, tu demandais 105, 110 000, puis ça se vendait 100 000. Là, à ce temps, on est rendu des maisons qui valent centaines de mille. Tu demandes 100 000 parce qu'elle ne veut pas le taux d'intérêt plus haut qu'il n'y a pas si longtemps, puis ils se vendent de 100 à 110 % du prix demandé. Fait que là, tu comprends que souvent, c'est là que sort la surenchère. Tu as mis, mettons, une maison de 400 à 399, une maison de 500 à 499. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, moi, j'appelle ça la magie embarque. Là. Quand la surenchère est là, le monde, ils perdent les pédales, ils viennent fous dans certains cas. Là. Mais tu disais tantôt qu'il n'y avait pas d'inventaire. Il n'y a pas d'inventaire. On est-tu encore dans la même situation, un genre de situation post-COVID où ce que les personnes plus âgées, ils ne veulent pas aller se faire parquer quelque part et puis ils décident de garder leur maison? C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas d'inventaire de même? Bien, juste cette semaine, là, j'ai 3 gens qui m'ont contacté. Puis, écoute, c'est des gens qui c'est des successions. OK. Fait que donner une idée, là.
Les gens, ils gardent leur maison vraiment longtemps. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est les enfants qui sont prêts avec ça. Donc, Puis, ils meurent dans la maison, là. Ils meurent carrément dans leur maison. Oui, ça, ils sont rendus là. Puis on est à peu près, je dirais, à 25 de ce qui devrait se construire aussi. Tu sais, c'est rendu cher, là, construire. Là, avec toutes les contraintes à la Ville de Québec qui se passent, là, on a les permis, après ça, le temps que ça prend. J'ai un client, je parlais avec cette semaine. Écoute, le gars, il me dit, lui, il avait déjà une fondation pour un garage, puis lui, il y a une pente, forte pente, mais la fondation est là. Lui, il veut juste refaire un garage. Je me dis, ça, c'est assez simple, là. Fais-nous le modèle, puis au bout d'un mois, on va te dire si ça fait ou bien pas, là. Ça a pris seulement 15 mois. Arrête. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a déjà la bureaucratie, puis tu vois. Puis là, d'un autre côté, le même gars, lui, il est entrepreneur en plus en construction. Fait que là, il me parlait de la Beauce. Il dit là-bas, 15 jours, tu as tes permis. Là. Oui. Okay, les petites villes sont beaucoup plus vite que les grosses villes. Ben, c'est clair, c'est simple. Ben tu parles tout de suite avec le cocher, comme dirait l'autre, pas avec le cheval. Là. Exact, c'est ça, c'est correct. C'est ça, t'es carrément avec la personne qu'il faut que tu parles. Moi, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là, il y a plein d'affaires. Il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain, entre guillemets. Là, quand on se promène en hélicoptère ou en avion, il y a du terrain à perte de vue. Mais je veux dire, du terrain qui est dézoné puis qui est fait pour que un développeur puisse faire des maisons, il y en a de moins en moins. Ça, donc ça, c'est rendu rare comme la marde de pape. Absolument. Ensuite, rajoute à ça, tu l'as dit, les coûts de construction. Puis les coûts de construction n'iront pas en baisse. Même si les matériaux sont assez stables, le coût de la main-d'œuvre est rendu ridicule. Là. Puis là, on s'en va vers une grève probablement au mois d'avril où les gars de construction veulent avoir en moyenne, je pense aux alentours de 27 je pense qu'ils leur offrent 17 %. En tout cas, là, actuellement, c'est 100$ de l'heure plus 15 % de taxes pour un employé de construction normale, sa construction. Là, si on rajoute ça, si c'est pas coupé sur la CCQ, si c'est pas coupé sur le syndicat, si c'est pas coupé, si c'est le client qui paye la prochaine négociation, là, ça veut dire que la maison qui coûtait 200 000 il y a 6 ans, qui est rendue à 375 000, puis là, après ça, elle va être rendue à 425, 430 juste à cause des changements de main-d'œuvre. Exact. Chris, ça, c'est sûr. Là, ça veut dire que les problèmes d'inventaire, ils vont pas se régler pantoute, là. Mais ils font pas grand-chose pour le régler, d'après moi. Là, écoute, tu sais, juste donner une idée, là, moi, je suis propriétaire d'une terre dans le secteur de Beauport. Okay? C'est quand même pas à l'autre bout de la planète. Là. Puis c'est le secteur du lac des Roches qu'ils appellent. Oui. Fait que là, eux autres, ils veulent protéger ça. Ils m'ont envoyé une lettre, comme de quoi que si on voulait rendre ça où ce que les gens pourraient profiter de la forêt, puis ils sont peut-être même prêts à acheter pour protéger, pour pas que ce soit développé. C'est fou, là. C'est des millions de pieds carrés qu'on a là, aux alentours de Québec qui sont près de la ville, que ce serait facile à développer pour avoir du monde. À la limite, au lieu de faire accorder du monde, 100 000 personnes au pied carré, là, ben, tu te dis, bon, ben, OK, les plus grandes maisons, justement, où est-ce que tu vas récupérer l'eau. Tu sais, mettre de quoi de verre puis avoir de quoi de le fun à aller rester, là, tu sais, que tu as un environnement, le fun, puis peut-être du 50 000 pieds. Mais ils veulent pas ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent densifier ça dans le milieu pour nous mettre un tramway dans les jambes à la place, un paquet de BC. Oui, mais là, densifier, là, on l'a vu avec différentes villes. On l'a vu à Gatineau, on l'a vu ici à Lévis, dans la région de Québec. Là, ils ont densifié. Mais là, ils se rendent compte que le réseau d'aqueduc puis le réseau d'égouts, surtout, n'est pas capable d'en prendre plus. C'est ça, les tours. Donc, leur grande histoire de densifier, c'est en train de fucker, là. Ça s'appelle la patente-là aussi, là. Parce que là, le réseau actuel n'est pas capable de prendre, d'abord, de fournir l'eau pour, tu sais, mettons, t'enlèves, les gens ne comprennent pas, là. T'as un carré avec 10 bungalows, le promoteur, il achète les 10 bungalows à gros prix, calisse ses bungalows à terre, lève une tour. Donc, au lieu d'avoir 10 couples, donc au lieu d'avoir 20 personnes ou 25 personnes, tu te ramasses avec une centaine de condos dans une tour. Donc là, ces 100 condos sont souvent à deux. Donc là, tu es rendu à 200. Au lieu d'avoir 22 personnes, tu as 200 personnes. Donc là, quand tout le monde prend des douches, tout le monde fait des petits caca en même temps, même heure le matin. Après ça, ça lave la vaisselle avec le lave-vaisselle à 5h30, 6h le soir, etc., etc. Donc là, le réseau, ils se sont rendus compte que les réseaux ne fournissent pas. Donc même leur plan de densification, c'est en train de tourner en shit, là. Oui, ça, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est qu'ici, ils ne prévoient pas d'avance. Ils regardent, à un moment donné, ils sont pris au dépourvu. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont patcher des trous. Puis, tu sais, le réseau à Lévis,
Ça, je comprends bien là, qu'il aurait pu prévoir peut-être plus d'avance l'approvisionnement puis les égouts puis tout ça. Mais si tu regardes sur le dessus, qu'est-ce qu'on voit? C'est autrement mieux développé que la Rive-Nord. Là. Ça, c'est clair. Là. Et Québec, mon gars, ils trouvent un trou, là, ils patchent ça, d'un coup, un sens unique d'un bord, 3-4 pistes cyclables de l'autre. Puis là, ils prévoient là, faire 200 quelques millions pour la préparation du tramway, qu'on ne sait même pas s'il va en avoir un, mais ils devraient faire des baisses de taxes au monde à la place. Ou justement, prévoir les infras pour faire justement des nouveaux développements, puis partir en œuvre dans certains endroits, puis réparer ce qu'il y a à réparer là. Écoute, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, Calimera, là, qui est l'ancien restaurant au coin de Charret, puis Aqueduc. Il y avait 20 000 pieds carrés, là. Oui, mais ça, c'est un peu, là. Ça, c'est quand tu passes, voyons, où les patentes de pneus, là. Oui, ça, mais autrement dit. Donc, tu continues, tu t'en vas vers l'ancienne patente de patates à droite, là, le restaurant qu'il y avait là. C'est ça. Autrement dit, tu passes avec le Marine de l'Incarnation, tu continues un peu vers la ville. Oui, exact. Mais ça, ils l'ont démoli, là. Ils ont fait de quoi, là? Il y avait un restaurant là, ils sont en train de démolir, c'est ça? C'est ça. Ben là, ça, c'est un de mes chums qui l'a démoli. Okay. Lui, il dit, quand il a démoli, là, il y avait un sous-sol là-dedans, là. Ben, il dit, parce qu'en haut, il y a la gestion des eaux qui arrive, puis tout ça. La ville, eux autres, oui, pas de problème. Il dit, j'ai jamais vu autant d'eau dans un sous-sol. Tu sais, le temps qu'il démolissait, là, il dit, les pompes, ça ne fournissait plus, il fallait qu'il en mette d'autres. Puis la ville sont là, mais ils densifient à certains. Ça aurait pu être plus densifié, justement, à Charest, on s'entend. Mais la gestion de l'écoulement des eaux propres à eux autres, on parle même pas de l'aqueduc puis de l'égout, là. On parle juste de l'eau qui descend d'en haut, qui s'en va vers le bas, pour qu'il faut que tu draines cette eau-là pour qu'elle aille quelque part, pour qu'elle aboutisse dans la rivière. Là. Absolument. Puis là, ben, c'est où ce qu'ils veulent mettre ça, leur transport en commun, puis toutes ces affaires-là? Ils veulent densifier de quoi? Ou qu'à chaque fois qu'il va y avoir un trou qui va être creusé, la pile mécanique, elle va être dans 4 pieds d'eau. Là, ça n'a comme pas de sens. Ben, ce coin-là, c'est. Tu me le dis, Jerry, mais ce coin-là, c'est un peu le début de la swamp, là. Ben, c'est la swamp du temps, là. Ben oui. C'est la swamp du temps, exactement. Exactement. Dans le début de la colonie, là, c'était pas mal swampeux dans ce coin-là. Là. C'est un grand delta, en réalité. La ville de Québec, si tu regardes les cartes du début de la colonie, là, mais c'est un delta de la rivière Saint-Charles. Exactement. C'est un swamp. C'est en plein ça. Puis là, ben, ils ont rempli ça. Puis là, ben, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est de densifier ces coins-là. Oui, c'est correct, il faut qu'ils le fassent. Mais avant de faire ça, ben, va en bas de la côte, puis fais du drainage solide. Parce que, tu sais, moi, des fois, on va se promener, puis tu vois un peu, là, il y a plu. Puis là, ben, ça se draine tellement par la falaise que ça fait 2 jours qu'il pleut pas, puis ça coule encore. Ça coule encore. Et là, eux autres, ils disent, OK, là, on est prêts, là, parce que il y a eu des conseils de quartier, des réunions municipales. La semaine passée, que là, ils disent, on veut plus vraiment de maison unifamiliale. Qu'est-ce qu'on veut? C'est des blocs. On va densifier ça pour, justement, le transport. C'est parce que si tu creuses un trou, puis c'est pas des piscines qu'ils vont faire dans le sol, c'est des parkings. C'est ça. Il n'y en a plus de droit d'en avoir sur les rues. Puis c'est les rues, c'est ça. C'est apparent, si on veut. Ouais, mais ça ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de char non plus. Ouais, c'est ça, mais là, qu'importe. Le point, c'est, tu comprends-tu que quand ils arrivent avec ça, on parle pas juste de l'aqueduc puis de l'égout. La propre gestion des eaux de la ville, eux autres, ils le font même pas. En partant. Fait que, il y a quelque chose là-dessus qui est arrangé, là. Puis, tu sais, c'est pour quelqu'un qui se lance là-dedans, c'est des projets à risque. Tu sais, rappelle-toi, dans ce coin-là, un peu plus loin, mais quand ils ont fait le Colisée, pareil, ça, là, ils le savaient, là. Mais quand ils ont fait le centre de foire, quand ils ont fait le prolongement du centre de foire, qu'ils l'ont réagrandi, il y a une histoire à pu finir là, avec le constructeur qui s'est fait fourrer avec des études de sol où on lui disait que c'était beau. Finalement, essayait de rentrer des pieux là-dedans, puis finalement, le pieu descendait, le pieu descendait, puis là, finalement, Chris, il dit, là, t'as peu, je suis rendu à l'autre bout du monde, là, le pieu, il descend encore. Donc, ça a coûté extrêmement cher, parce qu'il faut que tu ailles chercher du solide quelque part, mais comme vous le dites, on est dans un genre de delta, c'est une swamp, il n'y a pas de solide. Donc, quelqu'un qui dit, OK, parfait, j'achète 2 terrains, puis je vais lever une tour, je vais faire un 6 étages ou un 8 étages. Chris, il faut que ça tienne quelque part. Ben exact. Tu fais juste penser, les gars qui font le fleur de lys, là. Oui. D'après moi, ça doit arriver des surprises demain, parce que pas mal dans ce coin-là en même temps. Là. Oui, c'est carrément dans ce coin-là. C'est carrément dans ce coin-là. Puis là, eux autres, ils font pas juste un centre de foire, tu sais, je sais pas quelle hauteur qu'il y a, le centre de foire, là, mettons 40 pieds de haut. Là, eux autres, ils font des tours, là, c'est plus pesant aussi. Puis en même temps, ben, t'as la hauteur, puis tout ça, il faut que tu ailles chercher plus loin. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des projets comme ça qui vont... les gars vont avoir de la misère. Imagine, là, ça serait un désastre là, que ça marche pas, ce projet-là. Tu sais, il y a des logements là-dedans qu'on a de besoin, là. Oui. C'est pas...
c'est pas dire le gars, il va perdre de l'argent. C'est même pas. On oublie juste le fait que on a tellement besoin de logement que si jamais ils se rendent compte que ça fonctionne pas, oublie ça. Fait juste regarder où il y avait l'ancienne Surbordage, l'ancienne CSST, là, qui ont toutes défaites tranquillement pas vite. Ça, c'est la raison pour laquelle ça a été gardé, c'est qu'il y avait de l'amiante. OK. Sinon, il aurait arraché le building puis il aurait fait de quoi de neuf. Mais là, vu que tu es obligé de défaire ça tranquillement pas vite, ils ont gardé la structure. Puis là, ils vont faire, je pense que ça va être à Primodique. Mais cette bâtisse-là, elle a tellement travaillé avec les années, pour avoir connu des gens qui ont eu affaire à cette bâtisse-là, elle a tellement travaillé qu'il y avait des réparations constantes depuis 88, qu'il y a eu le tremblement de terre, jusqu'à la fermeture de la bâtisse. Mais j'espère qu'ils ont fait de quoi pour... Là, ils repartent de la vieille bâtisse... qui n'était pas solide d'avance, imagine-toi, des années. C'est un coin qui a shaké quand il y a eu le tremblement de terre, ce coin-là. C'est ça l'affaire, c'est que. Ben, Fleur de Lys, il y a des murs qui ont tombé. À l'hippodrome, la façade a crissé le camp. Tu sais, ce coin-là, c'est dans le mou un peu. Là. C'est ça, exact. Mais le coin que tu parles là, du restaurant, là, c'est toi qui, je pense, t'as ta pancarte à toi qui était là. C'est-tu ça? C'est-tu là que tu as ta pancarte? Oui, ça, je l'ai eu à vendre un bout, sauf que justement, par rapport à toutes les contraintes qu'il y a là, zonage, puis le sol, ben, tu sais, finalement, ça a retardé. Puis là, en temps, faisant les choses, le vendeur voulait un prix, puis le prix, il a été atteint un peu plus tard. Et là, c'était plus moi qui étais là pour la vente, malheureusement. Okay. Mais là, tu sais plus que moi. Là. Tes clients, tu sais, je te pose la question. Mettons que je comprends que les personnes âgées, il y en a des fois qui sont prêts à vendre leur maison, passer à la banque, puis aller s'acheter un condo ou encore se mettre en location à payer 2000, 2200 $ par mois. Ça, je comprends ça. Sauf que la majorité de tes clients qui doivent t'appeler ou appeler la gang de Simon Laberge, l'équipe au complet, mon feeling, c'est que c'est des jeunes, trentaine, début de trentaine, peut-être 28, peut-être que c'est plus tard qu'avant, là, mais mettons 30 ans. Ils ont, la madame a un petit bébé, elle a une petite bédaine. Puis ils ont dans leur tête d'avoir 2-3 enfants. Ils veulent pas vivre dans une crise de condo. Ce qu'ils cherchent, c'est les maisons que tu as dans ton site web, c'est la maison que tu as dans le listing que tu peux leur trouver, etc., etc. Donc, tu sais, je dis, c'est correct. Je peux comprendre qu'il y a une société vieillissante avec des vieux puis qui ont peut-être des besoins de vivre dans des condos. Puis en passant, on a une crise de gang qui vendent leurs maisons, qui s'en vont dans des tours. Et après un an et demi, ils ne veulent plus rien savoir. C'est sûr qu'à faire tout le move puis le déménager, ça les brise parce qu'ils sont rendus trop vieux, ils manquent d'énergie. Mais s'ils étaient capables de le faire, ils retourneraient dans une maison, quelque chose de même. Chris, ils sont pas capables. La chicane pogne dans le building. C'est compliqué. T'entends les affaires que tu pensais pas entendre, etc., etc. Des senteurs de ci, des senteurs de ça. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours parfait. Mais la clientèle de 30 ans, Simon, Chris, avait encore des maisons comme nous autres, on en voulait quand on était jeunes? Exact. Souvent, ce qu'on va voir, c'est, mettons, le premier acheteur. Il y a quel âge le premier acheteur aujourd'hui? Et comparé, mettons, à avant, là, recul, mettons, de 10 ans ou de 15 ans. Ou... Il est un peu le plus premier vieux, acheteur, il y a quel âge? Là? Ben, ce qui a l'air drôle à dire, là, c'est que avec l'immigration qu'on a, là, il y a beaucoup de premiers acheteurs, là, que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont déjà des enfants, puis souvent, ils ont 35-40 ans. Là. OK. Fait que, tu sais, les autres qui arrivent dans un espoir d'un avenir meilleur pour leurs jeunes. Ça va? Fait que ça, c'est sûr que ça vient briser vraiment la moyenne qu'on pouvait avoir comparé à avant, parce qu'il y en a encore des jeunes qui ont 20-25 ans, puis ils ont de l'argent de côté. Puis des fois, peut-être plus même que nous autres, on en avait, parce que nous autres, on avait un char, puis si on voulait voir du monde, il fallait sortir. Ben, les autres, ils ont un téléphone, puis ils appellent Uber. Là, puis certains autres sites qui rencontrent des gens. Alors, c'est ça. Mais là, le point là-dedans, c'est que tu veux commencer. Les mises de fonds sont quand même assez grosses. Tu sais, souvent, ils disent, je vais acheter un petit condo, puis là, il est tout seul, le gars ou la fille, puis je vais aller rester là. Mais ils rencontrent quelqu'un, là, ils se mettent en couple. À un moment donné, justement, comme Jeff, il dit, on est rendu à le bébé, puis tout ça. Là, ils vendent. Ils veulent plus rien savoir d'être en ville, là. Tu sais, une fois, moi, j'ai été en ville, là, j'ai adoré ça, là. Puis à un moment donné, ils ont commencé à mettre sur le coin des rues, là, tu sais, pour les piétons, là, mais avec des sons tellement forts, là, tu sais, à toutes les oui, je comprends. Toutes les secondes, tu entends ça crier pendant 2 minutes, là, tu sais. Voyons. Puis là, ça vire automatiquement qu'il y ait du monde qui traverse ou pas. Je te dis, c'est pas un an après qu'il ait mis ça. Ah, là, moi, les lumières, là. De ben. Ah, ouais, ça, c'est fatigant, je vois le vert. Comme si tout le monde, mettons, tout d'un coup, était devenu aveugle. Écoute, s'il est aveugle, là, mettez 2 pitons à côté de l'autre, il pèse. Il va tu sais, on s'entend, il va le savoir. Tu sais, c'est simple, la technologie, elle existe déjà. Tu sais, je veux dire, c'est parfait là, qu'il y ait ça, c'est excellent. Là. Puis, à la place de faire sonner du son de même, arrange tout le monde pour qu'il n'y ait pas trop de trous dans le chaussée pour pas qu'il se pète la gueule, là, tu sais. mais quand tu étais en ville, Simon, avoue que, à ce temps-là, tu sortais un peu plus.
Tu sais, en ville, il y a comme deux moments. Quand t'es étudiant, t'es sago un peu plus, tu vas dans un bar, t'aimes ça sortir, ça fait. Après ça, c'est plus vieux quand, mettons, tu travailles pas, t'es semi-retraité, t'as 60, 65 ans, puis tu dis, j'ai le goût de retourner en ville. Il y en a, c'est pas tout le monde, mais il y en a que c'est le même. Mais entre les deux, là, tu sais, quand t'arrives avec la blonde, puis les bébés, puis les affaires, c'est automatique quasiment. D'après moi, ça doit être 9 sur 10 des gens qui disent, moi, regarde, j'ai aimé la ville, j'ai fait mon trip, mais là, je cherche quelque chose quelque part. Puis là, ben, les villes, ça pourrait pas fournir. Moi, regarde, tu connais la route, t'es chez nous en ce moment. Tu sais que, là, moi, j'étais à Cap-Rouge avant. Je l'ai vu, moi, depuis 2000, comment l'autoroute 40 s'est remplie de monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ne restent plus en banlieue à Ancienne-Lorette, ils ne restent plus en banlieue à Val-Bélair, ils ne restent plus en banlieue à Cap-Rouge, ils ne restent même plus en banlieue à Saint-Og, même village. Ils sont rendus à Donnacona, puis ils sont rendus à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, puis à Montréal, on est rendu à fucking Mascouche, puis on est sur le bord de se ramasser. À Montréal, ils sont sur le bord de se ramasser carrément à, voyons, la place de Jacques Villeneuve, de Berthier. À Berthier. Puis Saint-Hyacinthe est rendu la nouvelle, c'est la nouvelle banlieue de Montréal. Puis ben vite, me demande si Drummond ne sera pas dans la banlieue de Montréal. Tu sais, c'est fou. Carrément. Mais ils ont causé ça, tu comprends? Ils sont contre l'étalement urbain, puis ils ont pris toutes les décisions pour empirer l'étalement urbain. C'est ça qui est le plus drôle. Exact. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a un article sur Chaudière-Appalaches, là, des hausses d'évaluation qui ont été comme de 250 à quasiment 400 % dans tout dépendamment des municipalités. Là, Jerry, tu as l'air de l'avoir vu. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. Tu recules dans le temps. Bon, une maison à Québec, c'était 200 000. Tu arrivais dans un coin de la Beauce, c'était 100 000. Fait que là, la maison de Québec avait monté, mettons, d'un 10 %, mais là-bas, il montait de 25 %. Fait là, à un moment donné, ça a rattrapé. C'est pas, les prix ne sont pas encore au même niveau. Ouais, mais ça s'en vient. Ça va probablement arriver un jour. Mais quelqu'un qui a acheté là, ben lui, il fait comme tu dis. Là, il prend l'autoroute, là, puis il s'en vient travailler bien souvent, tu sais, pas loin de Québec, puis tout ça. Fait que ça remplit l'autoroute. Puis en même temps, ben qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas payer trop cher de taxes, ce qui est le cas souvent dans bien de ces municipalités-là. Puis il veut un terrain avec la paix. Oui. Puis la beauté de la chose de ça, c'est que l'être humain a horreur du vide. Fait qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir dans des coins là, du monde qui disent bon, ben je vais partir des business. Tu as des épiceries qui vont là. Fait qu'on est rendu qu'on met plus en plus de monde partout. Comme tu dis, puis c'est ça, c'est le contraire de ce qu'ils veulent. Mais les gens, ils veulent pas se faire imposer des choses, puis c'est ce qui arrive à Québec présentement. On a vraiment une ville qui est le fun, puis tu sais, je pense qu'on est tous contents de ce qu'on a comme vie alentour de ça, mais ils sont en train de rendre ça difficile pour les gens, puis là, ils se tannent, puis ils s'en vont à l'extérieur de la ville de Québec. C'est où présentement, là, mettons, ici à Québec, là, qu'il y a un peu de développement, qu'il y a encore des terrains à vendre? C'est où? C'est à Côte-de-Beaupré? C'est Shannon? C'est où qu'il y a encore une possibilité de se bâtir puis qu'il y a un peu de terrain? Puis y a-tu des places qui a quelque chose à faire? Ben, tu sais, je dirais, à Québec, en tant que tel, tu te retrouves dans l'autre Val-Bélair, l'autre Beauport, mais tu sais, c'est tous des petits quartiers. T'as pas 1000 portes qui se construisent là. Puis après ça, tu t'en vas, on parle pour de la maison. Oui, la maison. Bon. Puis sinon, ben, tu te retrouves justement dans ces coins-là. Là, Sainte-Anne-de-Beaupré, tu vas voir un peu en passant du Château-Richer, puis etc. Mais t'as pas de gros développement, tu sais. Puis si on va dans la partie ouest, c'est pas long que tu es rendu là, Donnacona, Pont-Rouge, puis ces coins-là. Puis je dirais que c'est bien de valeur, mais c'est la Rive-Sud. C'est la Rive-Sud qui tire le plus. La Rive-Sud, Christ, t'as le pont, tabarnache. À un moment donné, c'est ça l'histoire. Si t'es en télétravail, ça va. Si tu travailles à Lévis, ça va. Mais calvaire, tu fais la folie du pont, toi, à chaque jour. Là. La fin de semaine, le pont de Québec fermé tout le temps. Oui, la fin de semaine. Tu peux pas te taper ça. C'est pas une vie, ça. Mais tu sais, Jerry, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Le pont. C'est pas une vie, Crève. Le pont. Oui, le pont. Le pont. Il y en a un pont, c'est ça. Ben, il y en a un qui est fermé 3 jours semaine. Oui, c'est ça. Ils sont allés de mettre les bicycles sûrement. Oui, en plus. C'est crazy. La Rive-Sud. Si on parle de la Rive-Sud, là, OK, t'as l'autoroute entre Québec et Lévis, c'est busté. Après ça, t'as Henri IV qui est busté, la 40 qui est bustée. Sacrement. Non, mais c'est pas. Mais c'est pensé bien. Tu dis, je vais aller à l'extérieur loin, mettons plus loin. Je vais à Saint-Apollinaire. Et tu vas à Saint-Apollinaire, tu travailles à Sainte-Foy, là. T'es fait solide. T'es vraiment fait solide. Oui, t'es fait solide ou tu rentres à 6 heures le matin. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a un peu ça aussi, là. Tout ce qui pourrait être des solutions peu coûteuses. Tu sais, le gouvernement, c'est un des plus gros employeurs. Et qui rentre à 6 puis qui partent à 2. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, mais non. Là, tu fais des blagues, là. Mais non, Oui,
les gars, et puis Tu peux les faire rentrer à 6. puis qu'il y en a Chris, un autre- ils vont le faire une crise de cœur. Ils vont faire une crise de Puis cœur. Hey, moi, je t'en regarde. Moi, je te mets, autrement dit, responsable de la l'efficacité. Go, Simon, go! C'est comme aux États-Unis. Comme Ah Elon oui, moi, Musk. regarde, je veux que Simon ait T'es le le mandat. Elon Musk du Québec. Puis l'autre gang, il rentre à 10, puis elle finit à 18. Fait que tu sais, t'aurais T'as deux 12 heures. gangs. T'aurais un 12 heures pour appeler. Mais moi, c'est Ah drôle, oui! mais je suis rendu là dans ma c'est- business. Parce que, et, tu sais, on a tout fait un peu comme tout le monde, là, du genre de 8 à 4, 8 à 5. Puis là, ben, quand tu rentres, parce que nous autres, on a un chiffre de soir pour quasiment une nuit. Là. Fait que là, les filles, ils partent en même temps, puis l'autre gang arrivait, puis d'un coup, il se passe de quoi une heure après, qu'ils ont oublié que c'est expliqué. Là, c'est rendu que c'est moi qu'il faut qu'ils prennent ça en charge, mais je n'étais pas là toute la journée non plus avec eux autres. Fait que là, ce qu'on fait, on chevauche ça. Hey, ça, c'est merveilleux. Là. Puis là, Un charme, c'est ça. au début, là, ouais, ben moi, ça me tentera pas là, de partir à 6 heures le soir, tu sais, rentrer à 10 à la même paye, ça va. Puis tout d'un coup, ça fait bien. Parce que c'est vite du trafic. Puis tout ça. Oui, c'est ça. L'être humain a horreur du changement. Faut que tu leur imposes. Tu sais, c'est pas compliqué. Ouais. Par contre, en dedans de 2 semaines, ils étaient tous prêts à rester chez eux. Tu sais? Ouais, c'est ça. mais t'es capable de faire ça parce que t'as une bonne gang, puis c'est ta gang, puis tu t'en occupes bien. Mais quand tu regardes le gouvernement, ça serait tellement logique. Tu sais, regarde, il y a une gang qui commence à 6 heures, il y a une autre gang qui commence à 7 heures, il y a une gang qui commence à 10 heures, il y a une gang qui commence à 11 heures. C'est pas bien compliqué, là. Je veux dire, puis il y en a qui finissent à 4 heures, il y en a qui finissent à 5 heures, il y en a qui finissent à 7 heures, il y en a qui finissent à 8 heures. Bon, ben, donc, tu t'occupes pour que le trafic soit dispersé sur une plus longue période. Comme ça, Exact. ben, il n'y a pas de rush. Parce que là, c'est comme un rush de 1h15, 1h30 ou à peu près. Puis après ça, ça tombe mort ben raide. C'est assez logique. Ouais, un autre Pirate and Friends. Et cette fois, c'était Simon Laberge, de simonlaberge.com. L'équipe Laberge. Ben, Simon, on aime l'inviter parce que Simon, il y a du gaz. Et on a plus de Simon dans la version Prime. Encore plus de choses. On se promène pas mal quand Simon is in town. Ça, de bon vendredi, bon début de week-end sur la belle radio pirate avec la belle gang de pirates. Cheap en plus. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate.com. Get pirate or get out. Il y a une petite boîte. 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 Une petite boîte. Hey, c'est la boîte du vendredi, donc c'est la boîte à PIDS. La boîte à C'est toutes PIDS. les leftovers de la semaine de mon ami Jerry. Chris, Sorte la de semaine bébelle. pareille. On a une semaine pareille encore. On a eu du stock, pas à peu près. Oui, il y a beaucoup de stock. Il y a toutes d'affaires. Il y a toutes d'affaires à raconter. Puis c'est ça, quand il reste des histoires toutes mélangées, tu mets ça sur la pizza. Donc, tu prends une pâte, tu mets de la sauce en masse, tu mets un petit peu de parmesan, tu mets du fromage, puis tu dompes tout ton... En fait, quand tu fais le ménage du frigidaire. C'est ça l'histoire. Tu mets ça sur la Hey, pizza. l'Auto puis- Amigo, en passant, l'Auto Amigo, gros montant, 500 quelques millions. Notre chum Wow. Carlos de Punisher qui n'est pas avec nous autres aujourd'hui pour des raisons de famille. Dernière minute qu'on salue. Family first. OK, donc jamais oublié ça. Puis, donc, l'Auto Amigo. Hey, avant que tu commences, l'histoire, c'est mon histoire, on dirait que c'est mon histoire de la semaine. Le gars de United Health, la compagnie d'assurance. Tu sais, on s'en est parlé 2 fois. Le gars qui a été tiré à New York à bout portant avec un gars avec un gun un silencer dessus. C'est capoté, cette vidéo-là. On dirait qu'aujourd'hui, on a tout. Hein? Ah, c'est malade. Il y a quelqu'un C'est qui se fait tirer. Moi, je n'avais pas dans la tête quelqu'un qui s'était filmé quelque part. Mais il y a toujours des caméras. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de caméras. Capoté. Mais ça confirme un peu ce que je vous disais hier. C'est que il a laissé une note sur les balles, je pense. Tu sais, les genres de choses Les qu'ils douilles. trouvent, là. Et il y avait les mots, tu sais, les mots que les compagnies d'assurance se servent pour fourrer le monde. Il y a 3 mots. Tu sais, quand tu rentres en assurance, il y a 3 mots. Là. J'oublie les mots, là, parce que là, je veux vous en parler, je ne les ai pas devant moi. Là, puis j'essaie de les trouver, mais je ne les trouve pas. Là. Mais il y a 3 mots qui disent, regarde, tu dénies, donc tu dis non, tu essaies de gosser, puis à la fin, Chris, si t'es mal pris, ben, tu payes. Tu comprends? Le genre de patente de même. Donc, c'est connu que dans l'industrie de l'assurance, quand tu fais quand tu te demandes d'être remboursé, quand tu fais tes demandes de remboursement,
il y a une tactique dans l'assurance. Parce que dans l'assurance, pour que ça soit rentable, eux autres, la seule affaire qui est rentable, c'est pas payé. C'est de prendre l'argent des gens chaque mois. Puis après ça, ben, c'est que quelqu'un ne soit pas malade ou soit pas, ait pas de feu, ait pas de char volé, etc. Et quand ça arrive, il faut trouver toutes les raisons au monde pour c'est de ta faute, on n'est pas responsable, on ne paye pas, organise-toi. Les trois mots, c'est ça. Là. C'est delay, deny, puis defend. Oui. C'est ça les mots. C'est les mots qu'il y avait sur les cartouches de ces balles, je pense. OK, donc ça, ces mots-là, quand tu reçois comme une confirmation que tu ne vas pas être payé, mettons pour un litige, puis il se passe quelque chose, on ne vous payera pas, monsieur. Mm-hmm. Ces mots-là sont utilisés, autrement dit, dans la lettre qui va te dire qu'ils ne te payeront pas. Là. Exact. Tu sais, c'est comme, mettons, le gouvernement, Ben oui. à chaque semaine, va te chercher de l'argent sur ta paye, il te taxe partout, sur le gaz, instantanément. Tu t'en vas t'acheter de quoi au magasin, il te taxe instantanément. Après ça, il dit, hey, si jamais tu fais ça, on va te payer. Là, tu leur envoies une demande de paiement, puis après 6 mois, ils t'ont pas encore payé. Ben oui. Donc, savez-vous quoi? L'histoire est affreuse. Mais l'industrie de l'assurance, c'est un esti de monde de casseurs. OK? Puis, je suis quasiment surpris que ce ne soit pas arrivé avant. Comprenez-vous ce que je dis par là? Tu sais, j'enlève pas la scène, j'enlève pas... C'est un jeune homme, mais ils sont dans une industrie qui est très malsaine. Il y aura un thinking à faire suite à cet événement-là. On n'a pas tous les détails. OK, on va se garder une gêne. On n'a pas tous les détails, mais la manière que ça s'enligne, il va falloir que les gens qui sont dans l'industrie comprennent qu'ils sont dans une industrie qui fait énormément de dommages. Des vies brisées, les amis. Oui. Et je ne veux pas défendre le tueur. Je ne veux pas le défendre. C'est jamais été mon intention. Là. OK, don't get me wrong. Sauf que quand vous scrapez des vies par des décisions administratives liées au greed, quand vous scrapez des vies de même, vous ne savez pas à quel endroit que vous allez pousser les gens. Vous ne savez pas à quel point, dans quel coin vous allez les mettre. Là, tu parles de quelque chose d'important. Là, des fois, c'est des affaires d'assurance. C'est quelqu'un qui a été... qui s'est fait... c'est des affaires tragiques. Hein. C'est ça, l'histoire. Là. C'est pour ça que lui... C'est des vies détruites. C'est des vies détruites sur certains... On sait pas, le gars va se faire pogner, Jeff, c'est sûr. Là. Il y a plein d'images de sa face. Là. Non, je sais. Il va se faire pogner. Je sais, il va se faire pogner. Mais je veux y aller au niveau, pas au niveau de... Écoute, il est criminel, c'est un criminel. Non, mais c'est ça, mais on va savoir le fond de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'on va savoir, quand il va se faire pogner, on va savoir le fond de l'histoire. J'espère qu'on va le pogner vivant. Je veux avoir le fond de l'histoire. Puis je ne prendrai jamais pour lui, là, c'est pas la question. Là. C'est la question qu'il y a c'est peut-être le signal d'un réveil quelconque. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Nous, on n'a pas ça, là, les compagnies d'assurance privées puis pour la santé, ces affaires-là, on n'a pas ça. Ben, vous pourriez l'avoir quand vous allez en vacances. Oh oui. Vous partez en vacances, vous avez une compagnie d'assurance voyage, vous ramassez au Mexique, vous avez un accident de char, ça vous coûte 2 millions de faire arranger ça, vous êtes à l'hôpital pendant 3 mois. Puis là, ben, ils découvrent que, je sais pas, moi, finalement, on vient de voir que vous aviez un taux d'alcoolémie de 0,007. Donc, t'es pas chaud. Mais nous autres, on tolère 0,000. C'est marqué dans votre police, vous auriez dû la lire, que si jamais vous avez une graine d'once de chose, on ne paye pas. C'est à la page 67. En bas, là, vous allez voir à l'article A.02.5. Ah, là, tu te dis, voyons, tabarnak, j'ai payé cette assurance-là, ça m'a coûté 250$ pour la semaine. Qu'est-ce que c'est que vous faites là? Vous êtes en train de caper ma vie, je dois tout perdre. Là. Ma famille, on était à rue, tu sais. Tu comprends? Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va péter un câble, là. Puis je sais qu'à l'inverse, il y a des gens qui font de multitudes de demandes d'assurance. Je dis, voyons, comment il peut y arriver autant d'affaires, le Chris? Puis que les compagnies d'assurance commencent à trouver que... Mais là, des fois, des fois, il y a personne, il n'a jamais rien réclamé. Puis là, Chris, c'est bien réclamé une fois dans sa vie. Tu trouves un esti de détail dans la patente.
Des gens qui n'ont pas été payés pour des histoires de suicide, je peux vous dire qu'il y en a eu plein. Là. Ça, vous en connaissez peut-être. Là. Des gens qui, dans leur famille, un conjoint ou n'importe quoi, qui s'est suicidé. Puis, dans l'assurance vie, la madame s'attend à avoir l'assurance vie pour payer la maison, payer ci, payer ça. Parce qu'elle a un petit salaire, puis finalement, elle dit « Oh non, dans l'assurance, c'est marqué que suicide, on ne paye pas. » Hein? Ouais. Ben oui. Page 37. Oui, c'est la page 37. 23B7. Voilà. On n'aura pas de ça. Oui, mais j'ai 2 enfants, j'ai le père de mon mari, je ne suis pas capable de garder cette maison-là seul. FU. FU, bonne chance. Il y a une patente philosophique en arrière de ça. Ah, je comprends très, très bien. Je comprends très. Puis surtout, là, je débarque de l'assurance, puis je débarque des drames là, terribles. Mais tu sais, on vit dans un monde de non-service présentement. Moi, j'ai 59 ans, puis j'ai vécu. Tu parles de greed, là. Tu sais, le greed, là. Oui, le greed. En français, c'est quoi greed? C'est ouais. C'est quoi? L'enrichissement sans cœur, c'est quoi? Je sais pas. Ouais, y a-tu un terme pour ça en français? On va essayer de le trouver. Vas-y, John. Il doit y avoir un terme. Mais, tu sais, à un moment donné, tu payes pour le greed. À un moment donné, Avidité. C'est ça, l'avidité. L'avidité, exactement, c'est exactement ça. C'est drôle parce qu'en français, on dit greed pareil. Mais je te donne un exemple. Ça n'a aucun rapport avec l'assurance, Jeff. Ça n'a aucun rapport au drame. Ça, ce que je vais dire là, c'est pas un drame. Là. Mais tout le monde, à un moment donné, vont se faire bouffonner. Puis en ce moment, aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, il y a un genre de. Il y a du monde qui passe devant des sénateurs. Il y a le sénateur de je ne sais pas trop quel État. Là. Il y a un sénateur qui a reçu du monde. Il a reçu du monde des compagnies d'aviation. Ah, l'histoire de bagages. Oui, ben il y a Frontier Airlines, puis Spirit Airlines, puis un autre, je ne sais pas trop quoi. Là. En tout cas, moi, j'ai entendu celui de Frontier et celui de Spirit. C'est brossant, Chris. Oui, mais là, c'est ça. Ben, ça, c'est Jeff, ça, c'est du greed. Dans le sens que ton client, là, il a payé son billet. Le billet, il est payé. OK, il arrive au comptoir, billet, tu l'écœures, le faire payer encore. Puis là, tu sais qu'il n'y a pas le choix. Et voilà, là, tu arrives au comptoir, puis là, les compagnies, ils engagent des estis de sniffeux avec le galon mesuré. Puis là, ils disent, allez voir le sniffeux. Là, tu vas voir le sniffeux. Le gars, il mesure ta valise, esti, puis là, il y a un quart de pouce de trop. C'est 25$. C'est 25$. Puis après ça, l'autre gars qui arrive, lui, le sniffeux, il mesure la valise. Il dit, toi, ça va être 54. OK, 54. Oui, sortez votre carte de crédit, monsieur. Après ça, il arrive une bonne femme, mesure la valise. Vous, madame, ça va être 99$ pour mettre votre valise. Chris, ils ont un range entre 5 et 99$ sur une même valise. Incroyable. Ils inventent des prix, d'overcharge. Ça en est d'un ridicule épouvantable. Mais je vais te poser une question là-dessus. Là. Comment ça se fait qu'on n'a pas ce genre de patente-là à l'Assemblée nationale à Québec? Comment ça fait qu'on n'a pas cette patente-là à Ottawa? Chef, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Rêve. Oh, how much have you paid people? OK, le gars qui parle, c'est le sénateur. OK? À qui il parle, c'est les 2 gars des compagnies aériennes, Frontiers puis Spirit. To pull out customers who are in line with a bag that's 2 centimeters too big, Mr. Schroeder. Well, we recognize this is a hard job, and so therefore we incentivize them to do that. How much? It's $10 per bag. Wow, $10 per bag. And I think, Mr. Klein, you and Mr. Schroeder, your airlines cumulatively have spent $26 million paying gate agents between 2022 and 2023 to catch passengers whose bags are a little bit too big. $26 million. I mean, if people want to know why it's such a terrible experience to fly, this is news for them today. Your airlines are paying millions of dollars to your employees to harass people who've already paid. They're there in line because they've already paid. It's unbelievable. By the way, let me just ask you this while I have you here. Why is it that you charge different people different fees for carry-on bags? Why is that, Mr. Klein? Why isn't it just a flat fee? Why is it that I might get charged one fee, but my wife might get charged a different fee? Why is that? So overall, our job is to generate the most revenue we can so we can be profitable as an airline. If we're not... Wow, il vient de le dire, lui. Il était trop cave pour pas le dire.
Le seul but, c'est de générer des profits à la compagnie. Oui. Mais j'ai une petite nouvelle pour lui, ça, c'est le boss de Spirit. Même là, il n'est pas capable. Non, même là, il n'est pas capable. il a pas mal perdu 390 millions dans le dernier trimestre, je pense. Donc, il manque de bagues. Il manque d'argent. Il manque de... Mais comment ça qu'on n'a pas ça à l'Assemblée nationale? On pourrait faire ça même avec nos propres politiciens, pas ça? On pourrait avoir Fitzgibbon. On pourrait avoir Legault. On pourrait avoir Dubé. Dubé, on pourrait le mettre, on pourrait le cuisiner beaucoup, là. Mais je pense que ça ferait de la peine aux Québécois. Les Québécois n'aiment pas ça, cette affaire-là. Les Québécois sont très fragiles, très sensibles. Mais c'est toute une histoire, pareil. C'est du greed, c'est carrément du greed, Jerry. C'est du greed. Mais puis l'autre affaire que je comprends pas, je comprends pas. Tu dis, c'est une question de rentabilité, puis je m'y connais pas, là. Mais puis on peut le mettre dans n'importe quel domaine, là. Pourquoi toi, tu ne sors pas, comment dire, un concurrent? Tu deviens le concurrent, mais toi, tu es le concurrent gentil. Toi, tu dis, nous autres, là, le billet d'avion, il est une petite affaire plus chère. Pas de problème. Mais on a un sourire d'en face. Il n'y a pas une pioche en arrière du comptoir avec la gueule de bois. Le monde a le sourire d'en face ici. OK? Le monde ici a un sourire d'en face. Il n'y a pas de surcharge. Tu sais à quoi t'attendre. On ne te fait pas les poches, là. Air Canada a annoncé hier qu'il allait charger 25 à 50 pièces pour le carry-on maintenant. C'est ça. Mais pourquoi c'est une industrie de marde de même? On s'entend-tu que si tu veux voir du monde avec la gueule de bois, va à l'aéroport. Ben oui. Les clients de l'aéroport... Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. J'avais 17 ans. Je suis parti tout seul en Europe. Dans l'aéroport, tabarouette, le monde est heureux. Aujourd'hui, tu vas dans l'aéroport, le monde veut se manger, ils veulent se manger à la face. Ben, ça part en arrière des comptoirs. En arrière des comptoirs, sont tous en crise. C'est toutes des bonnes femmes en crise. Les clients sont désespérés. Le monde est tout en crise. Le monde est tout essoufflé, tout en tabarnak. Quelle industrie de merde. C'est incroyable. Ramener un peu de fun. On commence à voyager. On commence à voyager la journée qu'on l'achète un billet d'avion. Moi, je mettrais dans l'aéroport. C'est pas le début de ton voyage. Moi, là, ce que je ferais pour mettre du fun dans la place, quand les portes coulissantes ouvrent à l'aéroport, YMCA se met à jouer. Puis tout le monde est obligé de faire la petite danse de même. Oui. YMCA. Oh yes. J'adore ça. Faut mettre du fun dans la place, là. Le fun is back. Le fun is back. Un jour, ça va revenir. Puis pas juste ça. Un jour, le service va revenir. Le vrai service. Puis quand il va y avoir un commerce qui va cliquer, il va dire, nous autres, ici, c'est le service. Puis il y en a des commerces qui ont du service. On en connaît. Tanguay, c'est la base. La base de toute l'entreprise de Tanguay, c'est le service. Tanguay, Jeff, je me suis acheté un lit King. Le plus grand, c'est King. Oui. C'est King. Oh, oui, King. OK. Moi, ça compris. Toi, tu n'avais défoncé un, bien. Oui, mais c'est que j'avais acheté un matelas moyen, telle affaire. Puis j'avais un genre de matelas. J'avais comme un lit queen, puis une patente, puis moi, telle affaire. Ah oui, il y a un vrai longue histoire. Longue histoire. Là, à un moment donné, moi et ma blonde, on a dit, on va se faire un cadeau. Les enfants sont plus là. On peut-tu se faire un cadeau? On va s'acheter un vrai lit. Un esti de lit. Un King avec un matelas de rêve. Un Z-bed de rêve. Ça coûte très cher. Mais le service, Jeff, chez Tanguay, inimaginable. Inimaginable. Il y a eu une erreur, il y a eu une petite erreur sur la commande par rapport à un article. Tout s'est réglé instantané. Regarde, les livreurs gentils. Regarde, je te dis là. Mais comment ils font? Je l'ai posé la question. Hein. Comment ils font dans ces années-là, eux, pour être encore comme ça? Je comprends qu'en 89, c'est facile. Il y a une philosophie, il y a un coaching, il y a une philosophie. Une culture d'entreprise. Il y a une culture d'entreprise. Puis quand tu rentres, quand tu travailles là, il y a quelque chose que tu catches. Autrement dit, il y a une culture d'entreprise. Les deux gars formidables. Ben, on va y aller dans les multinationales. Tu sais, souvent, les histoires bon, c'est sûr qu'il y a souvent des faces bizarres là, chez Walmart. Ou, vous allez chez Walmart, chez Home Depot, chez Costco, etc. Vous arrivez avec quelque chose, il n'y a jamais de problème.
Ouais, Tu sais, telle chose, ouais, je suis pas content. C'est un monsieur. C'est pas pour rien. C'est ça. Comprends-tu? Donc, il y a des. Puis c'est pas pour rien, là. Toutes les compagnies que je vais te nommer là, en bourse, sur Chiclet, là. Sont-tu hautes en bourse? Oui. Il y a une raison, là. Il y a une raison. Mais, et les compagnies aériennes, eux autres, c'est drôle, de temps en temps, ils ont des ups, mais ils ont souvent des downs. Ben, c'est parce que c'est des compagnies de marde. Tu vois là, t'es comme traité comme du bétail, t'es traité comme un sous-citoyen. Il y a juste la seule affaire qui te veut avoir, c'est ton cul sur le banc avec l'argent qui va avec. Le reste, ils te traitent comme de la chenoute. C'est dégueulasse. Puis ceux qui opèrent l'aéroport sont pareils en passant. Les aéroports canadiens sont les pires au monde. Les aéroports canadiens, c'est les pires au monde. C'est tout pour te vider les poches, tout pour te ridiculiser. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça vous arrive-tu des fois de tomber sur des vieilles photos de service dans les avions, mettons, dans les années 70 ou 60? Ben, tout le monde était habillé comme des cartes de mode. Oui, puis là la personne arrive avec un filet dans l'assiette, là. T'as un filet mignon ici. Oui, c'est ça. Puis elle te le coupe en avant de toi le morceau que tu veux, là. Ben oui. Elle t'allume des cigarettes. Elle t'allume ta cigarette. Oui, elle t'allume ta cigarette. Oh, oui. Ben oui. Aujourd'hui, elle te garoche un sac de peanuts. Elle te garoche un sac de peanuts puis un asti de biscuit, thé, je sais pas trop quoi, là. Social tea. Social tea. Oui, ou un biscuit au gingembre, encore pire. Faut pas que t'aies mal au cœur dans l'avion aussi, c'est du gingembre. Il y a une histoire de. C'est un pirate. Jeff, les pirates sont partout. Les pirates sont partout. Il y a des pirates partout. Et il y a un pirate qui a jasé avec un policier de la Sûreté du Québec. Ouais, c'est quoi l'histoire, hein? Le Parce gars, ils ont négocié dans la dernière année, c'est ça? Hein? Oui, ils ont négocié. Là, ils ont réglé avec le gouvernement, OK, la SQ. Mais là, je te parle de discussion. En fin de compte, c'est pas, le policier n'était pas en uniforme. Le policier était chez eux, puis le pirate a donné un service aux policiers. Bon, je ne veux pas aller plus précis que ça, mais là, ce que je vous explique là c'est ce que le gars m'a écrit. Okay, je peux pas faire la vérification de ça. C'est ce que le pirate m'a écrit. L'histoire est bonne. L'histoire est bonne, puis je suis sûr qu'elle est 100% vraie. Jase avec le policier, on parle telle affaire, puis à un moment donné, on parle de tout et de rien. À un moment donné, on parle justement de l'entente salariale que les policiers ont eue, la SQ avec le gouvernement. Mais là, ils ont signé un deal, mais le gouvernement n'a pas d'argent pour payer les policiers. L'augmentation de salaire, là, ils n'ont pas l'argent. Non, ils ont un deal. En principe, l'augmentation de salaire du deal devrait être commencée. Mais le gouvernement a dit aux policiers, écoutez bien, on ne pourra pas commencer à vous payer. Il faut finir l'année fiscale parce qu'il faut arriver dans nos chiffres. On va vous payer l'an prochain, puis on va vous donner aussi le montant qu'on ne vous a pas payé cette année. Et c'est ça. Donc, les autres, il faut qu'ils aillent jusqu'au budget 2025. Donc, le budget, je pense, c'est au mois de mars. Je pense, c'est mars. Donc, il faut se rendre au mois de mars. On ne vous paye pas là, mais l'argent qu'on vous doit, en fait, compte, on vous paye votre salaire, vos affaires, mais le surplus, on vous donne 10 % d'intérêt dessus pour se faire pardonner de ne pas pouvoir vous payer. Oui, c'est bon. 10 % d'intérêt. Oui, 10 % d'intérêt. Ferme ta gueule. Mais là, regarde, ils n'ont pas fermé le gueule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est en manque de cash. Là. Le gouvernement est en manque de cash présentement. Ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à payer 10 % sur l'argent. Le gouvernement dit, je vais l'avoir l'argent au mois de mars, mais il va avoir le pot, ça va être plus 10. Mais on s'entend que il manque pas d'argent tant que ça. Là, parce que les autres, quand ils en ont besoin, des déficits, puis des patentes, puis de mettre ça sur la dette, puis 11 milliards de déficits en plus, puis 19 milliards, ils sont capables. Là, ça veut dire qu'il y a un téléphone qui a sonné, Jerry. Là. Ça se peut bien. Ils sont peut-être pas arrivés encore avec les valises, mais il y a un téléphone qui a sonné quelque part. Là, vous allez devoir commencer à contrôler votre patente parce que là, on ne vous en prête plus. C'est sûr que ça sonne ça. Là. Ils n'ont plus une scène. Plus une scène s'acheter à la presse. Bon, ben, qu'ils donnent 65 % des salaires des. Oh, ça, c'est au fédéral. Oui, c'est au fédéral. Quoi d'autre? Il y a un Starbucks qui est ouvert. Très, très beau restaurant Starbucks avec une superbe terrasse. Vraiment un très, très beau Starbucks. Puis depuis qu'il est ouvert, il est populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Le Starbucks, ils l'ont ouvert. Il est à 40 km au nord de Séoul. Mais quand tu regardes une carte, 40 km au nord de Séoul,
T'es à la limite de la frontière de la Corée du Nord. J'ai vu ça. Là, Donc, il regarde l'autre bord. Le Starbucks, il est quasiment à sa ligne. Parce que t'as la bâtisse, puis t'as une rivière qui passe là. Il l'appelle la rivière Jo. Donc, cette rivière-là qui fait naturellement la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et là, le Starbucks s'est installé une super terrasse. Là, le monde sont là pour prendre du café. Puis ils regardent l'autre bord, c'est la Corée du Nord. C'est comme un spectacle, en fait. C'est ça. Tu dis, regarde, l'autre bord, c'est la Corée du Nord. Le trou communiste, il est juste l'autre bord là. C'est comme une attraction. J'ai trouvé ça spécial. Et il devrait faire ça à Longueuil. Pour regarder Montréal? Oui. Oui. Regarde, c'est Montréal. Regarde, c'est Montréal. En parlant de Starbucks, Brian Niccol, ça c'est le nouveau CEO de Starbucks. Il vient d'arriver, Niccol. Il est arrivé le 1er septembre. Et hier, jeudi, Niccol, il a fait une entrevue. Je ne me rappelle plus trop où. Il a fait une entrevue, puis il a sorti une patente. Il a dit que il a pesé sur le bouton pause. Quand tu vas chez Staples, tu sais, le gros bouton rouge, là, que tu pèses dessus, là, boum, boum, gros bouton rouge. Là. Mais là, il a pesé sur le bouton pause. Il n'y aura pas d'augmentation de prix là et toute l'année 2025. Donc, il a mis un stop sur les augmentations de prix. Puis Niccol dit, le boss de Starbucks. OK. Ouais, ben là, il ne pouvait plus. Là. Lui, c'est l'ancien gars de Chipotle. Là. Lui, c'est le kingpin de Chipotle qui est traversé chez Starbucks. Hein, by the way. Et lui, c'est le master de Chipotle, c'est lui. Là, il est rendu chez Starbucks depuis le 1er septembre. Puis dans l'entrevue, il a dit que les augmentations de prix. Lui, il dit Starbucks dans l'avenir, là, il dit ça, c'est pas compliqué. Quand il va y avoir une hausse de prix, on va le dire d'avance. On va dire sur quel produit qui va être la hausse de prix. Et on va dire pourquoi qu'on monte les prix. Tu sais, mettons, ils vont dire on l'a monté le café, telle affaire avec une patente à vanille, telle affaire. Ils vont dire puisque la vanille a monté le prix. Ils veulent être, comment dire, Starbucks veut être transparent. Être transparent vis-à-vis de ses clients. Ça justifie. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu justifies des cafés à 7-8 piastres. Mais je veux dire, c'est spécial. Là. Pensez à ça. Là. Oui, on est en décembre, mais il n'y aura zéro augmentation de prix pour tout 2025 au complet. Là. On n'a pas le choix. Nulle part, c'est la boule. Là. Nulle part, c'est la boule. Il n'y a pas un Starbucks. Mais ils n'ont pas le choix. Le monde n'y allait plus. Le monde ne veut plus y aller parce que le monde a dit OK, enough. C'est trop cher. On s'organise. Trop cher. On n'y va plus. Il ne peut plus monter, lui. Ils sont fourrés, eux. Non, mais c'était rendu un produit de luxe. Là. Non, ils sont fourrés. Un nouveau boss le réalise, c'était très bon. Là. Mais les autres, ils ne pouvaient plus zéro. Là. J'ai plein de petites patentes. C'est la boîte à pizza. C'est la boîte à pizza. C'est toutes des leftovers de la semaine. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui reste. Il reste plein d'affaires. Là, je ramasse une pointe. C'est un peu bizarre, celle-là. Mais si vous avez du navet, mettez-les pas sur la pizza. Moi, j'ai essayé, c'est pas bon. Pas bon du navet. Du navet, c'est la pizza. Non, c'est vrai. C'est pas très, très bon. C'est vrai. Mais j'aime le navet, par exemple. Oui, moi, j'aime ça cuit dans le four. Cuit dans le four, là, que ça caramélise tranquillement. Là, c'est très bon. Une genre de purée de navet, c'est bon. Une petite purée de navet, c'est bon. Oui. Mais pas mélangé avec les patates. Juste la purée de navet. Non, pas jamais mélanger les deux. Ça m'énervait quand tu faisais. Des fois, mais c'est des carottes. Nos parents faisaient ça. J'ai dit carottes comme toi, tu t'embarques pas? Oui, je viens de le dire. Carottes. OK, des carottes. Carottes, patates. Oui, carottes. Carottes, patates. Des carottes. C'était bizarre. On se demandait pourquoi les patates étaient rouges. Pourquoi ils mélangeaient ça, les deux ensemble? Je sais pas. C'est parce qu'ils voulaient te faire manger des carottes. Mais le but, il fallait que ça soit pas bon. Nos mères n'étaient pas des bonnes cooks. Tout était trop cuit. Elle t'insulte du monde. Comment? Il t'insulte du monde. Là. Nos mères n'étaient pas des bonnes cooks. Les steaks étaient bien cuits, en tout cas. Les steaks étaient cuits bord en bord. Le porc était... Les chops de porc étaient cuits bord en bord. Tout était cuit bord en bord. Il n'y avait plus de bactéries nulle part. Ouais, mais là... Oui, il y avait des morceaux de viande dans le presto pendant 3 heures. Tabarnache, les patates étaient finies. Les carottes étaient Regarde, tout était scrap. Tabarnache, un presto, ça scrape la patente. Là.
Les prix de site Presto, hein. Là, on utilise encore une petite affaire, mais c'est pas mal moins qu'avant. Des années sur les 10, c'était Presto. Tout embarqué dans le Presto. C'est vrai, hein, ça? Tout embarqué dans le Presto. Oui. T'embarquais tes toasts au croton dans le Presto. Sinon, c'était épouvantable. Tout était sous Presto. On mangeait de la bouillie, câlisse. Oh, oui. Non, on digérait bien. Parce que... Oui, on digérait très, très, très bien. C'était déjà pas quasiment digéré quand on le mangeait. C'est ça. C'est-tu du porc, du bœuf ou du veau? Tu le sais pas. c'est ça. Hey, Elon Musk. Avant. T'étais dans entre deux sujets? Oui, j'étais en deux sujets. Oui, je fais du bruyère, OK? Parce que je sais que c'était avec nous autres aujourd'hui, mais c'est que Yahoo a sorti une nouvelle hier. Et le marché canadien, croyez-le ou non, ça va pas bien. Là. Le marché canadien va encore avoir des augmentations de valeur de maison, OK? Je vous donne un exemple, c'est qu'on dit que la maison détachée, maison unifamiliale. Bon, maison unifamiliale va passer de 841 900 en moyenne à 900 833. Ça, c'est pour l'année 2025. Si vous allez dans les marchés qui vont le plus augmenter au cours de l'année 2025, il y a 3 villes. Edmonton, Regina, Québec City. On parle de villes que la moyenne est encore sous les 500 000. Mais entre autres, Québec, ce sera la plus grosse augmentation de toutes les villes au Canada, avec une augmentation au cours de l'année qui s'en vient de 11 %. OK? Edmonton aussi va avoir une augmentation. Donc, l'année prochaine, la maison moyenne... Hey, je me rappelle très bien quand la maison moyenne est à 264 000. Il n'y a pas longtemps. Mais là, la maison moyenne à Québec, à la fin de 2025, sera de 442 113 $. C'est fucking crazy, là. On n'a pas les salaires, on est bien trop imposé, on est bien trop taxé pour avoir ce genre de prix-là pour nos maisons. Le monde va faire quoi après avoir payé leur maison? Absolument rien. Ils font rien. C'est triste. Triste. Vas-y donc, excuse-moi, Jerry. J'avais un bout de boîte de pizza qui traînait aussi de mon Non, c'est ça. Tu prends une bouchée de pizza, tu prends une bouchée de pizza. Les pirates, ils prennent une bouchée de pizza. Ils fouillent dans la boîte. Hey, la boîte à pizza. Yes, la boîte à pizza, c'est Jerry. Encore bien plus de boîte à pizza. On a quasiment 50 minutes de plus dans la version Prime. Là-dessus, bon week-end, la gang. Bon week-end. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.